Choix 98.1 Radio X. Gandhi a déjà dit, c'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bienvenue dans Radio X-Files. Bon vendredi, on est le 18 décembre 2020. La dernière de Radio X-Files de l'année. Ah, Christian, je vais m'ennuyer pendant le temps des fêtes. Mais écoute, Yannick, il faut quand même le dire, c'est la dernière de l'année 2020. Ouais. Je pense, comme la plupart des auditeurs, on a hâte de mettre 2020 derrière nous. Hein. Ça a été c'est considéré comme l'une des pires années de l'ère moderne. Puis, en ce qui me concerne, dans mon livre, oui, je coche, 2020 aura été une très mauvaise année. Oui, exact. Christian Page, ce soir, on parle du fameux écrasement de Kecksburg. Oui, écoute, il y a quelques jours à peine, marquait le 55e anniversaire de cet événement. Donc, c'est l'histoire d'un écrasement d'OVNI, moins populaire, moins connu que le fameux écrasement de Roswell, mais qui lui ressemble par bien des aspects. Donc, on va revenir sur cette histoire. Puis, je voulais pas terminer l'année sans souligner justement ce 55e anniversaire de l'affaire de Kecksburg. C'est vrai aussi que plusieurs auditeurs m'ont écrit pour me demander mon opinion sur cet incident-là. Puis, c'est un incident qui est assez complexe et, comme je l'ai mentionné, parce qu'il ressemble à l'affaire de Roswell sur plusieurs aspects, dont notamment la position ou plusieurs positions officielles de la part des autorités qui nous amènent de la case A à la case B, qui nous ramènent à la case A. Donc, on va voir ça en deuxième partie d'émission. Quand je dis en deuxième partie d'émission, ce sera après le bloc des actualités, parce que je veux qu'on se garde du temps pour pouvoir en parler de cette histoire-là, parce que c'est assez complexe. Donc, j'ai préparé, comme on le fait depuis quelques semaines maintenant, une petite capsule audio. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison, vous mettez vos écouteurs, vous montez le son un peu. Donc, je vais vous raconter sur à peu près 13-14 minutes l'incident de Kecksburg. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? On était le 9 décembre 1965. Donc, quels sont les éléments forts de cette histoire-là? Et puis ensuite, en conversation, on discutera ensemble, si tu le veux bien, des éléments pour et des éléments contre. Quand je dis pour ou contre, dans le cas de Kecksburg, il n'y a pas de pour ou contre sur la réalité de l'événement. Quelque chose s'est produit. Exactement comme dans l'affaire de Roswell, on ne remet pas en question qu'un événement s'est produit. Et dans l'affaire de Kecksburg, il n'y a aucun doute qu'un événement s'est produit. Maintenant, on oscille entre est-ce qu'il s'agissait d'une explication, disons, plus conventionnelle ou est-ce qu'il s'agissait d'un véhicule ou d'une sonde extraterrestre, comme certains l'ont prétendu. Alors, on va regarder quelles sont les différentes avenues qui nous ont été proposées au fil des ans par à la fois les enquêteurs sur le terrain, mais également par la position des autorités. Quand je parle d'autorité, bien sûr, je parle de ou l'armée ou la NASA, parce que bon, la NASA s'est prononcée aussi là-dessus. Donc, on reviendra sur cette histoire de Kecksburg après notre bloc d'informations. Et si on a le temps, à la toute fin, j'ai promis à un auditeur qui m'a écrit cette semaine, un fan de Marceau, qui m'a écrit pour savoir ce que je pensais sur l'affaire sur l'émission Paranormal sur le vif. Hein. Ça fait quand même à quelques reprises qu'on est revenu sur des émissions de télé, puis je donnais un peu mon opinion. Ça ne concerne que moi, là, je force pas les gens à adhérer à mon opinion. On me demande mon opinion sur Paranormal sur le vif. Alors, si on a du temps à la fin de l'émission, je reviendrai pendant quelques minutes sur cette émission qui connaît énormément de succès, hein, qui est diffusée depuis 2 ans, qui connaît énormément de succès aux États-Unis. Hein. C'est Paranormal Caught on Camera. En français, c'est Paranormal sur le vif. Donc, c'est une émission qui est diffusée à Canal D. Ah, moi, j'avais déjà 2 phrases de prêtes. Vas-y. C'est divertissant, mais c'est de la merde.
Putain, tu lu mon line-up? On me demande où est Kecksburg. Je vous dirais que c'est au sud-est de Pittsburgh. Oui, ça se trouve en Pennsylvanie. Ouais. Oui, ça se trouve en Pennsylvanie. Puis C'est Pittsburgh... un tout petit endroit, tellement petit qu'on avait, au moment où les événements vont se produire, on va l'entendre d'ailleurs dans la capsule audio, au moment où les événements se produisent, il n'y a pas de service de police à Kecksburg. C'est trop petit, hein. Il y a juste à côté de Kecksburg, il y a une petite ville qui s'appelle Greensburg, et c'est là que se trouvent les autorités du comté. Et c'est donc les autorités du comté de Greensburg qui vont intervenir à Kecksburg lors de cet événement qu'on a appelé et qui est devenu maintenant célèbre sous le nom de l'écrasement de Kecksburg. Et pour ce qui est de Pittsburgh, ben, c'est par rapport... C'est au sud, c'est carrément au sud de Pittsburgh, mais l'autre bord des lignes. Ouais, voilà. Voilà. On passe maintenant à l'actualité et aux éphémérides de la semaine. Un message du fameux Zodiac qui aurait enfin été décodé. Ça date de plusieurs décennies, quoi? Plus de 50 ans? 51 ans. Écoute, Yannick, je ne te cacherai pas, ça fait assez longtemps qu'on se connaît pour que tu saches que j'ai un intérêt débordant pour les histoires de crimes à caractère occulte. Hein, j'ai produit 2 séries de télé sur ce sujet-là qui ont été diffusées à Canal D, qui sont, je crois, disponibles également sur Netflix ou des trucs comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'entends par tueurs occultes? Ben, ce sont évidemment des individus qui vont commettre des meurtres, des assassinats sur des préoccupations en saveur, disons, sur des motivations plus ou moins surnaturelles ou occultes. Hein. J'assassine mon voisin parce que je suis convaincu que je suis un vampire et je dois m'abreuver de son sang, ou je commets un crime parce que le diable me dit de le faire, puis je dois faire un sacrifice. Donc, c'est ce qu'on appelle les crimes occultes. J'ai consacré 2 séries, j'ai consacré un livre entier à cette histoire-là, à ces histoires-là, et au moment où on se parle, je viens tout juste cette semaine de terminer l'enregistrement audio du livre « Les tueurs de l'occulte » que j'ai publié il y a 2 ans. Donc, à partir du début 2021, les gens pourront se procurer « Les tueurs de l'occulte » en version audio. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Le tueur du Zodiac est bien sûr en haut de ma liste. Hein. Il est juste en dessous de Jack l'Éventreur. Il est probablement le tueur à caractère occulte, l'un des tueurs à tout le moins à caractère occulte les plus célèbres du 20e siècle. Et célèbre en ce sens qu'il ressemble aussi un peu à Jack l'Éventreur dans la mesure où on ne connaît pas son identité, ce qui ajoute bien sûr au mystère. Et je dois t'avouer aussi, Yannick, c'est assez amusant parce que quand j'ai fait les séries Tueurs occultes, les tueurs de l'occulte à Canal D, il faut savoir que le tueur du Zodiac était sur ma liste. Et là, je te livre un peu de la poutine de l'intérieur. Mais lorsqu'il y a eu des discussions avec le réseau, on s'était entendu pour ne pas évoquer des sujets qui avaient été abondamment repris dans d'autres émissions de télé, parce qu'on ne compte plus aujourd'hui les émissions de télé consacrées aux tueurs du Zodiac, consacrées par exemple à Charles Manson, dont les préoccupations aussi étaient un peu mystérieuses. Ça relevait d'une histoire, il se prenait pour Jésus-Christ, puis il voulait déclencher une guerre raciale, il croyait à l'avènement prochain de l'Apocalypse. Donc il y avait toutes sortes de préoccupations un peu ésotériques et mystiques dans l'affaire Manson, et dans le cas du tueur du Zodiac, c'est un peu la même chose. Donc, on s'était entendu avec le réseau pour ne pas aborder le tueur du Zodiac dans cette série que j'ai produite sur les tueurs de l'occulte. Je dois t'avouer que ça me fait un peu de peine parce que le tueur du Zodiac était en haut de ma liste, un sujet que je connais bien. Quand je suis allé dans la région de San Francisco, j'ai enquêté sur ces événements-là. Je suis allé sur les lieux où les crimes se sont produits. Et dans un des cas de crimes que j'ai couvert dans la région de San Francisco, il y avait un des enquêteurs, un des policiers qui avait d'ailleurs travaillé sur l'affaire du Zodiac à l'époque. Donc, évidemment, j'ai pu m'entretenir longuement avec lui. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, tu as raison. On parle d'un message qui a été décodé, qui est vieux de 51 ans, qui parle du tueur du Zodiac. Mais avant d'aborder le message, j'imagine qu'il y a peut-être plein d'auditeurs qui ne savent pas vraiment qui est le tueur du Zodiac et de quoi on parle ici. Alors, si tu le veux bien, on va prendre quelques minutes pour faire un saut dans le temps et retourner à la fin des années 60, alors que la grande région de San Francisco vont découvrir ce tueur hors norme qui est le tueur du Zodiac. Donc, je rappelle assez rapidement les faits, mais tu vas voir que c'était quand même assez fascinant. Hein? Donc, il faut savoir que le tueur du Zodiac a pu être actif. Hein? On n'a pas de certitude. Hein? C'est un proche cousin de Jack l'Éventreur. Hein? Il y a tellement de choses que l'on ignore à son sujet. Donc, il est possible que le tueur du Zodiac ait commis des crimes quelque part à partir de la moitié des années 1960. Mais on n'en a pas de certitude. OK.
Ce que l'on sait toutefois, sa carrière de crime, il va commettre en fait 4 agressions particulières qu'on pourrait appeler les agressions canoniques, possiblement une 5e, on va revenir sur celle-là, elle est plus contestée, mais elle est très importante. Donc l'affaire du Zodiac commence de façon entre guillemets canonique le 20 décembre 1968, on est à Benicia et qui se trouve tous les crimes dont je te parle, Yannick, là, à propos du Zodiac, ça se passe dans la grande région de San Francisco. C'est la baie de San Francisco, c'est de l'autre côté de la baie, mais on est dans le grand San Francisco métropolitain. Donc, le 20 décembre 1968, à Benicia, il y a on pourrait appeler ça le Lover's Lane, un endroit où des amoureux vont se retrouver en voiture pour avoir un moment d'intimité. Et là, on a deux jeunes adultes. D'ailleurs, le jeune homme, David Faraday, n'a que 17 ans. Donc, ils se retrouvent sur le Lover's Lane. La conductrice de la voiture, Betty Lou Jensen, elle a 19 ans, elle est un peu plus âgée que lui. Donc, ils se retrouvent sur ce Lover's Lane. Et alors qu'ils sont en train de discuter, une voiture se gare derrière eux et le conducteur en descend. Il tient dans sa main une forte lampe torche. Alors, tu comprends que nos deux amoureux dans la voiture croient qu'il s'agit d'un policier. Donc, Betty Lou Jensen, qui se trouve au volant, baisse sa vitre et l'homme approche d'elle. Il l'éclaire dans le visage avec sa lampe torche. Et là, il dégaine une arme de poing et fait feu en direction des deux amoureux, entre guillemets. David Faraday va tenter de fuir en ouvrant la portière côté passager et le tueur va se diriger vers eux et il va l'abattre à bout portant. Donc, ce crime, le 20 décembre 1968, va devenir dans la mythologie du tueur du Zodiac son premier véritable crime, ce qui va contribuer, ce qui va forger en fait sa légende. Ensuite, il va récidiver. Le 4 juillet 1969, il va s'attaquer encore une fois, on est à Vallejo, encore une fois dans la grande région de San Francisco, et on est encore dans un contexte de deux amoureux dans une voiture. Il y a un dénommé Michel Mageau et Darlene Ferrin. Ils sont donc dans leur voiture, ils ont ce petit moment d'intimité entre eux, et exactement la même manœuvre, un véhicule vient se stationner derrière eux, l'homme en descend, s'approche d'eux, et va faire feu dans leur direction avec une arme de poing. Dans ce cas-là, Michael Mageau va survivre à cette agression. Malheureusement, Darlene Ferrin est abattue, elle meurt sur le coup. Et ensuite, le tueur va commettre une nouvelle agression le 27 septembre 1969 et cette agression-là en particulier va marquer l'imaginaire. On est en plein jour, on est au lac Berryessa qui se trouve là, toujours dans la grande région de San Francisco et là on a un couple d'amoureux qui se trouve là, sur les bords du lac. Ils sont en train de pique-niquer, on est en plein jour, c'est un endroit calme, paisible. Et là voilà qu'ils voient s'approcher d'eux un homme assez costaud et il porte un costume très particulier. Il y a une espèce de plastron sur le devant de lui, noir, avec un cercle blanc et une croix en son centre, un peu comme la cible, si tu regardes par exemple dans une lunette d'approche sur une carabine, l'idée de la cible, le cercle avec la croix au centre. Donc il porte un plastron noir en tissu avec ce logo-là sur le dessus et il porte une cagoule qui rappelle un peu la cagoule des bourreaux du Moyen-Âge. Donc, l'homme approche d'eux et là, c'est notre couple en question, c'est Brian Hartnell et Cecilia Shepard. Ils sont un peu surpris de voir cet homme s'approcher. Et lorsqu'il arrive près d'eux, il tient dans sa main un couteau, le genre couteau à la Rambo, là, on appelle un Bowie knife, et dans l'autre main, il tient des cordes, et là, il demande à Hartnell d'attacher sa compagne. Donc, elle se couche sur le ventre, il va la ligoter, et ensuite, notre homme, avec son costume de bourreau, demande à Hartnell de se coucher à son tour, lui, sur le ventre, et il l'attache, les mains derrière le dos. Durant toute cette séquence, bien sûr, tu comprends que les deux victimes le supplient de ne pas leur faire de mal, lui dit voilà, on a un portefeuille, prenez l'argent, prenez ce que vous voulez, les bijoux, bagues, montres et tout le reste. Mais l'homme, visiblement, l'agresseur, n'en a pas pour leur argent. Une fois que les deux victimes sont attachées main derrière le dos, il va les poignarder avec son Bowie knife à plusieurs reprises avant de s'éloigner. Hartnell va survivre à l'agression. Malheureusement, Cecilia
Shepard va décéder 2 jours plus tard à l'hôpital. Au moment où il regagne sa voiture, cet homme, avec son costume de bourreau, va sur la portière de la voiture de Brian Hartnell, avec un marqueur, il va redessiner son fameux logo, un rond avec une croix à l'intérieur, et il va écrire sur la portière le nom des victimes du mois de décembre et celle de juillet. Il veut s'assurer que les policiers soient bien conscients que lui, cet homme avec son costume de bourreau, est bel et bien celui qui vient de commettre cette nouvelle agression au lac Berryessa. Et puis, le 11 octobre 1969, dernière agression meurtrière, si je puis dire, de notre assassin. Ça se passe cette fois à San Francisco. Et là, on est dans un contexte tout à fait différent. Donc, l'homme n'a pas de costume. On va voir par la suite que des gens l'ont vu, ils l'ont décrit. Donc, il monte à l'arrière d'un taxi. Et donc, tu vois, c'est tout à fait un contexte bien, bien différent. Et à une intersection, il dégaine une arme de poing et va abattre le chauffeur du taxi, un jeune homme dans la vingtaine, un dénommé Paul Stein. Il l'abat d'une balle derrière la tête. Et comme la voiture de taxi est immobilisée à une intersection, le bruit, le coup de feu va attirer l'attention de 2 adolescentes qui se trouvent dans une maison juste à côté et en regardant par la fenêtre, elles sont en surplomb, elles sont au 2e étage, en regardant par la fenêtre, elles voient la portière de la voiture taxi est ouverte, la porte côté chauffeur est ouverte et elles voient qu'il y a un homme qui est penché sur le chauffeur de taxi visiblement et elles pensent, les adolescentes pensent à ce moment-là à une agression, un vol, parce qu'il y a quelque chose, on voit bien qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Pendant ce temps-là, d'autres gens du quartier, dans les maisons voisinantes, ont entendu également le coup de feu. Il y a une espèce de préoccupation. Les services de police seront informés que des coups de feu ont été tirés, qu'une voiture de taxi est immobilisée. Et le temps qu'ils arrivent sur place, malheureusement, ils constatent que Paul Stein est décédé, il est mort sur le coup, mais aucune trace de l'agression. Et c'est la dernière agression officielle de notre tueur, son dernier meurtre. Mais peut-être pas la dernière agression, parce que le 22, les gens évidemment qui sont là, ils voient cet homme, les adolescentes qui l'ont bien vu en train d'agresser Paul Stein vont donner un portrait robot à la police, elles le décrivent comme un homme assez costaud, il mesure à peu près 5 pieds 10, et donc à peu près 1m80, et 1m75-80, et là ils disent, voilà, il portait des lunettes avec une forte monture, il a les cheveux courts, brun ou roux, donc elles en donnent un assez bon portrait robot. Et donc c'est le portrait robot qui va circuler de ce tueur mystérieux. Et on ne lui connaît pas à ce moment-là, il commettra pas d'autres agressions du même genre. Mais le 22 mars 1970, donc à peu près 5 mois plus tard, il y a un incident qui va se produire près de Patterson en Californie. Là, on est assez éloigné quand même de San Francisco, mais l'événement, tu vas voir, il est dans un tout autre contexte et il est très différent aussi. Donc, on a une dame qui est en voiture, une jeune femme avec sa fille en voiture. Et là, une voiture vient se ranger derrière elle. Et puis, au moment où elle va la doubler, le chauffeur de la voiture fait signe à la jeune femme qu'il y a quelque chose d'anormal avec la roue de son véhicule. Donc, la jeune femme se range, l'homme avec sa voiture se range aussi derrière elle, il descend de voiture et là, il s'approche de la roue arrière de la voiture, dit à la jeune femme, j'ai l'impression que votre roue bouge un peu, peut-être que les boulons sont brisés ou peut-être que le soutien, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec la roue. Mais il lui dit, écoutez, si vous roulez tranquillement, je vais rouler derrière vous, puis je pourrai vous suivre jusqu'à la prochaine station-service. Il tient à ce moment-là dans sa main, quand il est descendu de sa propre voiture, il tenait dans sa main un démonte-pneu. Donc, il a frappé un peu sur la roue, tout ça. Donc, la jeune femme, elle reprend le volant. Elle est convaincue que probablement ça va aller, puis elle souhaite se rendre dans une station-service. Malheureusement, elle n'a le temps que de faire quelques dizaines de mètres que la roue du véhicule complètement se déloge et tombe. Donc, comme on a toujours notre bon samaritain derrière, lui débarque de sa voiture et il dit, bon, ben là, visiblement, ça fonctionne pas. Si vous voulez, montez à bord et je vais vous amener dans une station-service au garage, puis après ça, on pourra régler l'affaire.
Donc, elle monte, convaincue qu'elle est en présence d'un homme tout à fait généreux. Malheureusement, dès qu'elle est montée à bord avec sa fillette, on parle d'un bébé de quelques mois à peine, il lui dit « Écoute, je vais te tuer. » Il lui annonce ça. Et là, pendant presque 45 minutes, il va se balader avec elle dans cette région-là de Patterson, qui est quand même, encore une fois, je le précise, qui est quand même assez éloignée de San Francisco. Et à un moment donné, au moment où il ralentit pour prendre une courbe, elle ouvre la portière et saute de la voiture, va débouler rapidement dans le fossé et va s'enfuir dans un champ voisinant. Elle va raconter par la suite qu'elle a vu l'homme, le chauffeur, débarquer avec une forte lampe torche. Il a essayé de retrouver il a visiblement descendu dans le champ, il cherchait une trace de cette jeune femme, n'en a pas retrouvé, il est remonté en voiture. Donc elle réussit finalement à arrêter un autre automobiliste qui l'amène à une station-service qui est pas très loin, elle contacte les services de police et là, elle se rend au poste de police qui est à quelques rues de là. Et au moment où elle entre dans le poste de police, là, c'est quand même assez étonnant la coïncidence. Elle entre dans le poste de police et elle se prépare pour faire une déposition. Donc, elle est au bureau. Et pendant que le policier de service est là à aller chercher des stylos, des papiers, etc., elle regarde sur le mur en face d'elle, il y a ce fameux babillard où on affiche les criminels à la rechercher, etc. Donc, les faits divers locaux. Et elle voit au milieu de ce tableau un portrait robot de l'homme qui, le 11 octobre 69, a été vu, qui a tué le chauffeur de taxi, Paul Stein, et dont les deux adolescentes avaient fait un portrait robot. Donc, elle le voit, il est au milieu du babillard. Et lorsque le policier revient et s'assoit devant elle, il dit « Bon, je vais prendre votre déclaration, madame. » Elle dit « Vous savez, l'homme qui m'a enlevé avec la voiture et qui a dit qu'il était pour me tuer, c'est l'homme qui est là derrière sur le babillard, c'est cet homme-là. » Donc, est-ce que elle a survécu, elle n'a pas été... c'est amusant. Pourquoi j'évoque cette histoire-là? Et bon, bien sûr, il y a son témoignage qui dit que c'est cet homme-là, mais on va comprendre par la suite que durant toute cette période-là, Yannick, au moment où ces agressions-là se produisent, notre tueur en question reste pas inactif. À partir du 31 juillet 1969, il va y avoir un premier envoi, une première lettre qui est envoyée à 3 journaux de la grande région de San Francisco, le Time Herald de Vallejo, il y a le San Francisco Chronicle, puis l'Examiner de San Francisco. Et l'auteur de la lettre, il a accompagné, chacune de ces lettres sont accompagnées d'une espèce de code. Et l'auteur se donne pas de nom. Dans cette lettre-là, il commence en disant éditeur, je suis l'homme qui a commis les crimes en décembre dernier. Donc là, il donne des détails. Il revendique les crimes de ses amoureux qui ont été assassinés sur les Lovers Lane. Et là, il dit voilà, vous avez un code. Et là, il demande aux journaux de publier ce code-là dans les journaux, de publier sa lettre, de publier ses méfaits, ses revendications. Ouais, donc est-ce qu'on peut appeler ça un pictogramme? Ouais, donc les codes, ce sont des pictogrammes. Donc, il envoie ça. Et tu comprends que chaque journal a sa part du pictogramme. Ouais. Et il faut savoir que durant toute sa carrière, durant cette grande période-là dont on parle, ce tueur-là va éventuellement se nommer, on va le voir. Il va se donner le nom du Zodiac. On lui connaît 16 lettres au total, qui se sont échelonnées sur plusieurs années. Et il a ces 3 lettres-là envoyées au Herald de Vallejo, le Chronicle de San Francisco, puis l'Examiner de San Francisco. Donc, chaque journal a reçu un tiers du code. Et quand on les met les 3 ensemble, ils vont former un code, un cryptogramme de 408 caractères. Et c'est comme ça qu'on va les définir. Il va en envoyer 3 autres. Et ces codes seront connus en fonction du nombre de caractères. Donc, le premier code, en fait, c'est 3 morceaux de code. Ils forment 408 caractères. Éventuellement, ils vont en envoyer un autre qui contient 340 caractères, qui sera classé par les autorités sous le code Z340, il y aura ensuite le Z13 et le Z32. Donc, dans le cas présent, ces 3 premiers pictogrammes envoyés, mais qui ne forment qu'un seul grand pictogramme, le Z408, il est publié dans nos fameux 3 journaux. Et assez rapidement, on a un couple de professeurs qui sont des grands amateurs de mots croisés. Lorsqu'ils voient le code apparaître dans le journal, ils se penchent là-dessus et assez rapidement, ils vont le décoder.
il commence, le code commence en disant j'aime tuer, les êtres humains sont les meilleurs gibiers, etc., etc. Il y a une espèce de délire aussi. Il raconte que ce qu'il souhaite, c'est colliger des âmes, et ces âmes deviendront des esclaves dans l'au-delà. Donc il y a toute une espèce de délire mystique et religieux autour de ça, où il raconte un peu que ses objectifs ont ce caractère-là, donc un caractère surnaturel. Visiblement, notre tueur est un peu déçu de voir que son code a été si rapidement déchiffré, parce que tu vas comprendre que dans les mois qui vont suivre, il va en envoyer d'autres cryptogrammes, mais à chaque fois, il va transformer non seulement le codage, mais il va être de plus en plus complexe. Donc, toutes les lettres que je te parle, donc tous ces fameux codages, seront envoyés sur une assez longue période, parce que le premier arrive le 31 juillet 1969, et crois-le ou non, la dernière lettre connue de ce tueur arrive en mai 1978. Mais ce n'est que dans sa deuxième lettre que le tueur va commencer en se donnant un pseudonyme. Il commence en disant « This is the Zodiac speaking ». C'est le Zodiac qui parle. Donc, ce pseudonyme du Zodiac, il se le donne lui-même dans sa deuxième lettre, et dans les lettres qui vont suivre, il va généralement commencer ses lettres avec ce « This is the Zodiac speaking ». C'est le Zodiac qui parle. Mais il ne complétera pas toujours ses lettres en disant qu'il est le Zodiac. Il prend une espèce d'assurance, et il se doute bien que les gens comprennent, ou les autorités, parce qu'il va toujours envoyer ses lettres à peu près aux mêmes journaux, il comprend que la rédaction sait de qui il parle. Fait que parfois, il écrit une lettre, on reconnaît l'écriture, on reconnaît le style, on reconnaît le même délire mystique, et à la fin, au lieu de signer qu'il est le Zodiac, ou avant de commencer en disant « c'est le Zodiac qui parle », il va terminer sa lettre en disant seulement « un citoyen » ou « votre ami ». Mais c'est vrai que pendant une période de temps, donc principalement cette grande période de 1968-69, même je te dirais début des années 70, il va surtout utiliser l'expression « It's the Zodiac qui parle » ou « It's the Zodiac speaking », c'est le Zodiac qui parle. Ce qui est assez surprenant là-dedans, c'est que dans ses lettres, et bien sûr, il réclame tous les crimes, et dans l'une de ses lettres, il réclame être celui qui a enlevé la jeune femme sur l'autoroute. Mais pourquoi ce crime-là est contesté? C'est parce que dans ses lettres, généralement, le Zodiac ajoutait des détails qui confirmaient qu'il était bel et bien l'agresseur. Comme dans le cas du chauffeur de taxi, Paul Stein, quand il a envoyé une lettre en disant « c'est le Zodiac qui parle, c'est moi qui ai tué le chauffeur de taxi », il a accompagné sa lettre d'un morceau de la chemise de Paul Stein qui était taché de sang. Donc, qui prouvait qu'il était bel et bien l'assassin. Et dans le cas des autres crimes, il donnait là aussi des informations en disant « je vais vous donner, pour vous prouver que c'est moi qui ai tué, par exemple, les jeunes sur le Lover's Lane, voici le type de munitions utilisées, c'était tel type de munitions, c'était tel type d'arme, et là, il décrivait de quelle façon les corps étaient placés par rapport à la voiture. Des informations qui n'avaient pas été publiées dans les journaux et qui confirmaient qu'il était bel et bien l'agresseur dans le cas présent. Et dans le cas de la jeune femme qui a été enlevée en voiture, là, il dit simplement dans une lettre, il dit « Ah, j'y ai donné une bonne balade, elle a eu la peur de sa vie, cette jeune femme en voiture. » Mais là, on se demande, est-ce qu'il fait simplement récupérer quelque chose qui a été publié dans les journaux? Il se réclame parce qu'elle l'a identifié, elle dit c'est lui, mais est-ce que c'est vraiment lui? C'est quand même curieux que dans cette lettre-là, les spécialistes qui connaissent bien l'histoire du Zodiac trouvent curieux que dans cette lettre-là, le Zodiac aimait beaucoup fantasmer et se vanter de ce qu'il faisait. Il ne donne pas plus d'informations. Il dit simplement, je lui ai donné une bonne balade, puis elle a eu la peur de sa vie. Merci, bonsoir. Et il pense à autre chose. Et ça on s'interroge. Est-ce que cet enlèvement raté, est-ce que c'était vraiment une action commise par le Zodiac, ou est-ce que simplement il a récupéré quelque chose pour essayer de se l'ajouter? Comme je l'ai mentionné, il va envoyer des lettres, et là c'est assez étonnant aussi, parce qu'à partir de 1970 à peu près, il dit aux policiers en fait il dit aux journaux, mais bien sûr tu comprends qu'il par les journaux, il s'adresse au service de police, et il écrit, il dit je vois que je donne trop d'attention au service de police, puis ça, j'aime pas beaucoup ça, parce que finalement, ils ont plus d'attention que moi. Fait que dorénavant, je vais continuer à commettre mes crimes, mais je vous dirai pas où, quand, comment.
mais à vous de deviner. Et là, dans les années qui vont suivre, et ça jusqu'en 1978, jusqu'en mai 1978, il va continuer d'envoyer des lettres aux journaux de la grande région de San Francisco ou à d'autres gens. C'est pas toujours les journaux. Parfois, ce sont des individus. Un avocat, par exemple, qui a pris la parole à la télé pour parler des crimes du Zodiac, a reçu une carte postale du Zodiac. Donc, tu vois un peu le genre. Et en 1960, à chaque fois qu'il envoie une de ses correspondances, il signe toujours en bas, on a ce fameux logo du Zodiac qu'on connaît bien, ce fameux cercle marqué d'une croix au centre. C'est son logo, c'est sa marque d'identification. Et au fur et à mesure où il envoie des lettres, il y a une espèce de décompte dans le coin des lettres où il marque, par exemple, Zodiac 8 pour son nombre de victimes. Et là, en dessous, c'est marqué San Francisco Police Department 0. Et là, la lettre suivante, c'est Zodiac 14. Police de San Francisco, 0. Et l'autre lettre suivante, Zodiac 21. Police, 0. Donc, c'est comme s'il augmentait son répertoire de victimes, son nombre de victimes, avec toujours San Francisco Police 0, parce que, bien sûr, ça correspond à sa capture qui ne s'est jamais produite. Ouais, t'es légèrement arrogant, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'il aurait appelé dans une station de radio un animateur du nom de Jim Dunbar? Ça, c'est intéressant, parce que on arrive à cette histoire de code qui a été déchiffrée. Dans l'histoire bon, je t'ai mentionné, durant toute cette période-là, il a envoyé 4 codes, des cryptogrammes, si on peut dire, et ces cryptogrammes étaient classés en fonction du nombre de caractères. Les 3 premières sections réunies entre elles faisaient un cryptogramme de 408 caractères, rapidement déchiffré. Ensuite, il est arrivé le fameux code, le Z340, lui est arrivé le 8 novembre 1969. Il avait été envoyé au San Francisco Chronicle. Ensuite, il en a envoyé au cours d'autres envois. Il en a envoyé un qui est le Z13, qui est peut-être le plus intéressant parce que le Z13, il n'a que 13 caractères. Mais il est précédé de la phrase « Mon nom est ». Et là, la signature, c'est 13 caractères. Donc, évidemment, ça fait fantasmer. Est-ce que le Zodiac donne son nom dans ces 13 caractères? Malheureusement, il faut le savoir, pour les experts en cryptographie, pour pouvoir décoder un code, il faut qu'il y ait une redondance. Comme par exemple, si moi je fais un code et je te l'envoie, si tu sais que l'auteur écrit par exemple en français, ce que tu vas chercher, c'est quels sont les symboles qui reviennent le plus souvent. Et si ces symboles-là reviennent souvent, on sait que la lettre la plus utilisée en français, c'est la lettre E. Tu pourras conclure que ce symbole le plus redondant est peut-être la lettre E. Et ensuite, tu vas décanter comme ça. Donc, la deuxième lettre la plus utilisée en français, c'est le A. Combien de fois un tel ou tel caractère. Bon, tu vois, c'est cette redondance qui permet de percer le code. Avec seulement 13 caractères, même si la phrase précédente est « mon nom est », le fait qu'on n'ait que 13 caractères, il y a très peu de chances qu'on arrive un jour à décoder ce fameux code. Néanmoins, je reviens à notre fameux code, le Z340. Il est posté le 8 novembre 1969. Il est adressé au San Francisco Chronicle. Et c'est ce fameux code qu'on vient tout juste de déchiffrer après 51 ans. Ce qu'on avait trouvé dans un premier temps, c'est que l'auteur avait, le tueur, le Zodiac, avait visiblement utilisé un codage qui était différent du premier code qu'il avait envoyé. Visiblement, il était déçu qu'on ait si rapidement réussi à le percer la première fois. Donc, il a fait un code beaucoup plus complexe. Et il est tellement complexe qu'il aura fallu 51 ans pour le percer. Toutes les tentatives menées au fil des ans avaient échoué, mais quand je dis toutes, elles avaient toutes échoué. C'était pas n'importe qui avait tenté de le décoder. À la fois des amateurs, des détectives amateurs qui sont passionnés de l'histoire du Zodiac se sont penchés sur cette histoire, mais il faut savoir que le FBI, la NSA, les services militaires se sont penchés sur le codage du Zodiac. On a appliqué toutes les formules et personne n'avait réussi à percer le secret du codage. Il a fallu attendre finalement l'avènement des nouvelles technologies, les ordinateurs qui permettent de compiler l'information et la décanter rapidement, et tout ça demandait des mois et des mois d'efforts. Et finalement, on a 3 spécialistes, des amateurs du Zodiac, qui sont à la fois spécialistes en programmation, spécialistes en mathématiques, un Américain, un Australien et un Belge, qui ont réussi finalement, après des mois et des mois d'efforts, à percer ce code, ce Z340. Et j'en arrive à ta fameuse question, l'histoire de l'émission de radio. C'est vrai que Kim Dunbar avait fait une émission de radio. Là, on est à la fin de l'été 1969. Et ce Kim Dunbar, il animait une émission de radio à KGO TV. Et on avait fait un spécial Zodiac.
Et c'est un appel à la population. On dit aux gens, si vous avez entendu parler du zodiaque, si vous avez de l'information, ou si, même si vous avez l'impression que c'est une information qui est secondaire, n'hésitez pas à contacter les services de police. Donc, il fait cette émission-là et il y a une espèce de ligne ouverte. Et voilà que, durant l'émission, un homme appelle. Et il dit être le zodiaque. Il dit « je suis le zodiaque ». Et là, il dit qu'il ne se livrera pas à la police et que sa peur, c'est... parce qu'il dit « si je me livre à la police, vous allez m'envoyer à la chambre à gaz et j'ai pas l'intention de finir à la chambre à gaz, j'ai peur de la chambre à gaz, etc. » Donc, il y a cette conversation qui se fait à l'émission en direct. On est en direct à la télé avec cette conversation, avec ce que les gens croient être le tueur du zodiaque. Et... le message décodé, il y a quelques jours à peine, d'ailleurs un décodage, qu'il faut le dire, a été confirmé par le FBI. C'est assez surprenant parce que le Zodiac parle justement de cette émission de télé. J'ai là, une version française du message devant moi, donc on l'a décodé. Espoir quand même un peu déçu parce que dans ce fameux code Z340, Zodiac 340 pour 340 caractères, on espérait que le Zodiac aurait livré de l'information sur lui ou peut-être même son nom, ce qui n'est pas le cas. Le message se lit: j'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de m'attraper. Ce n'était pas moi dans l'émission de télé. Ce qui m'amène quand même à parler d'une chose me concernant. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz, car elle m'enverra plutôt au paradis. Car j'ai maintenant assez d'esclaves pour travailler pour moi, alors que tous les autres n'ont rien quand ils arrivent au paradis, et c'est pour ça qu'ils ont peur de la mort. Je n'ai pas peur car je sais que ma nouvelle vie sera facile au paradis. La vie, c'est la mort. Donc ça, c'est le fameux message qui aura mis 51 ans à être décodé. Et si on espérait trouver quelque chose sur l'identité du tueur, il n'y a rien là-dedans. Ce qu'on apprend, c'est que visiblement, ce n'était pas lui qui a intervenu dans l'émission de Kim Dunbar. Et on retrouve là-dedans le même délire sur son histoire qu'il essaie de colliger des armes pour l'au-delà, etc. Bref, on n'a rien appris. Les deux autres codes qui restent maintenant, ce sont des codes dont l'un a 13 lettres, l'autre a 32, et la possibilité éventuellement de pouvoir décoder ces codes-là, comme il n'y a pas suffisamment de redondance, reste excessivement minime. Mais c'est vrai qu'après mai 1978, le Zodiac est disparu. On n'a jamais entendu parler de lui de nouveau. Des auteurs, des chercheurs, des passionnés de l'histoire du Zodiac ont remarqué qu'il y avait eu quand même dans la région de San Francisco, au début des années 60, une série de crimes qui auraient pu être attribués au Zodiac parce qu'on avait un modus operandi qui ressemblait. Il y en a eu d'autres également par la suite, mais c'est toujours un peu la question, est-ce qu'il s'agissait réellement de crimes du Zodiac? Ou est-ce que c'était des gens qui avaient commis des crimes qui ressemblaient à ceux du Zodiac parce qu'ils avaient été inspirés par le Zodiac dans la presse? Ça reste pour l'instant inconnu. Mais on n'a jamais attrapé l'assassin et évidemment, ses motivations restent très mystérieuses, si ce n'est cette continuelle référence à « je veux colliger des armes pour qu'elles travaillent pour moi dans l'au-delà ». C'est quand même très mystérieux. Il faut savoir également qu'on a eu plus de 1000 personnes ont été à un moment donné ou à un autre suspecté d'être peut-être le Zodiac. Et bon, mais malheureusement, on n'a jamais procédé à une arrestation. Et celui qui paraissait être le meilleur candidat pour l'histoire du Zodiac. Malheureusement, des analyses, on avait, c'est un dénommé Lee Allen, et il y avait tous les caractères pour être le tueur du Zodiac, mais comme le Zodiac envoyait des lettres à la police, on a retrouvé sur certaines, on a réussi à faire une analyse ADN de la salive de l'homme en question, celui qui avait posté les lettres. Et tu comprends qu'en 1968 ou 1969, l'ADN n'existait pas, donc il est peu vraisemblable que si les lettres ont été cachetées, tout porte à croire que c'est probablement le Zodiac lui-même qui a léché l'enveloppe pour la fermer. Donc, on a fait une séquence ADN et on a découvert que ce Arthur Lee Allen n'était pas le Zodiac. Donc, visiblement, on n'a aucune idée de l'homme qui était le Zodiac. Et l'analyse ADN que l'on a ne correspond à aucune banque de données que l'on a. Mais il faut dire que les banques d'ADN sont quand même récentes. Mais on n'a rien trouvé qui permette d'arriver avec une certitude en disant voilà, c'était lui qui était le Zodiac. Mais ces banques-là continuent de grossir présentement. Tu sais, il y a des gens qui envoient leur ADN à une certaine entreprise pour connaître, je sais pas moi, est-ce qu'ils ont de l'Africain en eux? Est-ce qu'ils ont de l'Européen en eux?
À un moment donné, toute cette banque-là peut faire des rapprochements envers Oui, le Zodiac absolument. ou un membre de sa famille. Oui, et c'est amusant ce que tu dis parce qu'on voit apparaître depuis quelques années maintenant, il y a ce qu'on appelle de l'ADN ancestral. Ouais. Parce que justement, c'est exactement le modèle que tu dis. Donc, des gens qui veulent connaître leurs ancêtres vont donner des échantillons d'ADN et à partir des banques qu'on constitue, on est capable de découvrir s'il y avait des liens ou des branches familiales. Donc, éventuellement, il n'est pas interdit que quelqu'un propose son ADN pour une recherche ancestrale et qu'on découvre éventuellement qu'il peut y avoir des éléments là-dedans qui le rapprochent du code ADN qu'on a fiché, qui est possiblement l'ADN du tueur du Zodiac. Et à ce moment-là, on pourra avoir un indice, peut-être pas une précision, mais on pourra dire, peut-être quelque part dans la famille de tel ou tel individu, un oncle, un cousin aurait pu être le Zodiac. Donc, cibler davantage. Mais là, pour l'instant, on n'a absolument rien. C'est le vide absolu sur qui était le tueur du Zodiac. Et tu comprends cette histoire, cette fameuse agression où il s'était vêtu comme une espèce de bourreau du Moyen-Âge. Lorsque cette description a été donnée dans la presse, tous les journaux de la grande région de San Francisco avaient présenté ce portrait-là à la une de leurs journaux et ça marque l'imagination, l'idée de ce tueur qui agit dans la région de San Francisco et qui se costume presque de manière théâtrale comme un bourreau du Moyen-Âge. Il y avait quelque chose là-dedans de tout à fait magique qui enflammait les imaginations. Il y a un auditeur aussi qui nous mentionne que pour faire ces fameux cryptogrammes, il fallait avoir quand même une certaine éducation. Donc, c'était pas un individu qui était totalement fou, là. Tu vois, ça reste très controversé. Quand on regarde ces lettres, d'ailleurs, il y a un élément qui est assez amusant. Quand il écrivait le mot « paradise », à plusieurs reprises dans ses lettres, il écrit le mot « paradise » en disant « je collecte des âmes pour le paradis ». Il écrivait « paradise », mais il l'écrivait à la fin, au lieu de mettre un « SE », c'était « CE ». Donc, c'était « paradise ». Tu comprends? Donc, c'est une faute d'orthographe. Et c'est amusant parce que dans le cryptogramme, le fameux Z340 qu'on vient de déchiffrer, il évoque le mot « paradise » et il fait cette faute d'orthographe. Donc, quand on regarde son écriture, elle est c'est une écriture que je pourrais dire gauche, qui ne semble pas montrer un grand niveau d'éducation. Donc, on pourrait pas c'est un homme qui, visiblement, était très organisé dans ses crimes, mais pas forcément un homme qui avait une grande éducation. En revanche, les codes qu'il a utilisés, les fameux cryptogrammes, montre une grande connaissance parce que le cryptogramme, qui est le dernier, ce fameux Z340 qu'on a déchiffré il y a quelques jours, sans entrer dans les détails parce que c'est un peu, pour les gens, ça pourrait être un peu redondant, là, mais au lieu de le lire de droite à gauche, comme on lit de l'écriture aux États-Unis ou au Québec, en français, là, l'écriture, généralement, on la lit de droite à gauche, de gauche à droite, pardon. Dans le code du Zodiac, dans ce fameux code Z340, il a écrit en diagonale. Donc, on partait du coin supérieur gauche en lisant vers le coin inférieur droit. Et là, on passait à la ligne suivante, et comme tu passais, chaque ligne, évidemment, avait moins de caractères. Quand on arrivait à les phrases où les lignes étaient moins longues, pour avoir toujours le même nombre de caractères, les caractères étaient transférés sur l'autre partie de gauche. C'est assez compliqué, là, mais quand on a découvert ça, on s'est aperçu que c'était un code qui avait déjà été utilisé, qu'on retrouvait notamment dans les livres militaires dans les années 50. Il y avait des différents codages. On le sait, les militaires ont toujours été forts pour développer des codes. On a tous entendu parler de la fameuse machine Enigma qui avait été développée par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, justement pour coder leurs messages et qui est devenu à un moment donné un enjeu important de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les services secrets tant américains que britanniques s'étaient donné pour mandat de mettre la main sur l'une de ces fameuses machines Enigma pour pouvoir décoder les messages que s'envoyaient les nazis. Donc les militaires ont été c'est principalement dans le cadre militaire qu'on a développé le cryptogramme de ce type-là. Et on découvre que les codages utilisés par le Zodiac se rapprochent assez de certains types de codes qui avaient été utilisés dans les années 50 et peut-être même dans les années 60 par les services militaires. Sans être identiques, ils sont relativement proches. Et rappelle-toi, lorsque les premières victimes qui ont survécu au tueur du Zodiac, lorsqu'elles racontent l'agression, elles disent, cet homme-là arrive, il se stationne derrière notre voiture, il débarque, il tient une lampe torche, mais ces gens-là ont vu qu'il y avait une espèce
espèce de dégaine un peu militaire. Il portait son arme de poing dans une espèce de support à la hanche. Il portait des bottes qui rappelaient des bottes militaires. Il y a quelque chose dans le tueur du Zodiac qui laisse penser, mais ça ne peut être qu'une spéculation, c'est peut-être qu'une simple spéculation, mais il y a quelque chose qui laisse croire que le tueur du Zodiac aurait pu avoir une carrière dans les forces armées avant de perdre littéralement la boule, si je puis dire, et de devenir ce tueur en série qui a fait trembler la région du Grand San Francisco. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On vous souhaite à tous un bon vendredi, en espérant que votre week-end sera des plus agréables. C'est la dernière de Radio X-Files pour l'année 2020. Bien entendu qu'on sera de retour en 2021. Ce soir, on parle de l'écrasement de Kecksburg. Oui, c'est drôle, Yannick, juste avant d'aller à la pause, écoute, tu m'as fait réaliser que ça fait 45 minutes à peu près que je te parlais du tueur du Zodiac. J'avais l'impression que je t'en parlais depuis 2 minutes. C'est un être passionné. Cette histoire-là m'a... écoute, il y a tellement de choses que j'aurais pu te raconter à propos de ça. Écoute, dans le premier film, Dirty Harry, l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, le tueur s'appelle Scorpio. Et on s'est inspiré du tueur du Zodiac, parce que Scorpio dit à Clint Eastwood, je vais prendre un autobus en otage, puis je vais tuer les enfants. C'était une des menaces qu'avait lancé le Zodiac. Il envoyait des lettres aux journaux. Puis il dit, là, si vous ne publiez pas ma lettre, la prochaine fois, je vais m'en prendre un autobus, je vais faire exploser un autobus. Écoute, c'est une histoire. Et on a fait un film, d'ailleurs, sur le Zodiac qui date de, je crois, 2014 ou quelque chose comme ça. Écoute, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Comme on en trouve rarement dans les annales du crime, un crime qui sort du banal avec toutes ces références un peu occultes et mystérieuses. Et ce tueur sur lequel on n'arrive jamais à mettre le grappin dessus, qui par beaucoup d'aspects ressemble finalement à ce Jack l'Éventreur qui, faut-il le rappeler, lui aussi envoyait, semble-t-il, des lettres au service de police, même si on n'est pas certain que les lettres qui ont été envoyées à la police, supposément signées de l'Éventreur, étaient réellement de la main de l'assassin, sauf l'une qui contenait apparemment la moitié d'un rein, qui contenait la moitié d'un rein, apparemment celui d'une des victimes, et qui, curieusement, a été la seule lettre qui n'était pas signée Jack l'Éventreur. Alors que toutes les autres étaient signées l'Éventreur, cette lettre-là était simplement signée « Attrapez-moi si vous le pouvez ». Dans le cas du Zodiac, visiblement, lui, il aimait bien revendiquer ses crimes parce qu'il donnait toujours, comme je l'ai mentionné, des indices qui prouvaient qu'il était bel et bien ce qu'il prétendait être, donc l'assassin qui avait commis ces crimes dans la grande région de San Francisco. Cela étant dit, tu l'as mentionné, deuxième partie de l'émission. Alors là, les gens qui sont à la maison, prenez vos écouteurs, tout ça, préparez-vous, parce je vais vous parler de l'affaire de Kecksburg. Donc cet écrasement qui est d'un supposé ovni en 1965. Et après, Yannick, si tu le veux bien, on va discuter ensemble des diverses hypothèses proposées pour expliquer cet incident-là, les pour et les contre, qu'est-ce qui joue en faveur d'une explication exotique ou en faveur d'une explication tout à fait banale. Le 9 décembre 1965, en fin d'après-midi, un objet lumineux traverse le firmament de l'Amérique du Nord. L'objet, une espèce de météorite, est observé au-dessus du Canada, du Michigan et de l'Ohio. Au nord de Cleveland, le bolide change légèrement de trajectoire vers le sud-est, en direction de la Pennsylvanie. Au-dessus d'un secteur boisé d'Illyria, toujours en Ohio, il laisse tomber des débris incandescents qui déclenchent un incendie, heureusement vite maîtrisé. Dans la foulée, l'objet laisse des centaines de témoins médusés. Les standards téléphoniques des services de police sont littéralement pris d'assaut. Ils sont des centaines de témoins à rapporter cette étrange boule de feu. Alors qu'il approche la petite agglomération de Kecksburg, en Pennsylvanie, l'objet perd de l'altitude et disparaît derrière un boisé. Sa chute est suivie d'une forte détonation et de la fumée s'élève d'entre les arbres. Vers 18h30, une résidente de Kecksburg, Frances Culp, téléphone à la station radio WHGB.
située dans l'agglomération voisine de Greensburg. Elle demande à s'entretenir avec le directeur de l'information, John Murphy. Elle lui raconte les événements de la fin de l'après-midi. Intrigué, Murphy contacte la police de l'État qui, apparemment, n'est pas au courant de ces événements. L'agent de service informe Murphy que des constables vont immédiatement se mettre en route pour Kecksburg et que l'information sera transmise au centre des urgences du comté. On craint apparemment que cette mystérieuse météorite ne déclenche un feu de forêt. Convaincu de tenir là une bonne histoire, John Murphy se met lui aussi en route pour Kecksburg. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News. Now, nearer home, it is reported that a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene. Lorsque Murphy arrive sur place, près de la ferme des Culp, une poignée de curieux est déjà là. Tous s'interrogent sur la nature de cet objet tombé dans le boisé. Certains parlent d'une météorite, d'autres d'un petit avion de passagers. Alors que le journaliste commence à recueillir les premières impressions, 2 voitures de la police de l'État et une autre du service des marshals arrivent sur place. Des hommes en uniforme accompagnent les policiers. 2 d'entre eux tiennent dans leurs mains des compteurs Geiger, conçus pour la détection des radiations, et de puissantes lampes torches. Pendant que les policiers s'assurent de garder les curieux à distance, ces enquêteurs s'avancent, leurs appareils à la main, et disparaissent entre les arbres. Malgré que la nuit soit à présent tombée, les témoins peuvent clairement discerner une lueur rougeoyante entre les arbres et un panache de fumée au-dessus du boisé. Lorsque les enquêteurs ressortent du bois, ils se dirigent aussitôt vers les hommes du shérif, puis reprennent la route de Greensburg. Sur place, les policiers s'assurent d'empêcher les curieux de trop s'approcher. Mais apparemment, le mot d'ordre ne s'applique pas à tout le monde. Un pompier volontaire réussit à se rendre sur le site. Il s'agit d'un certain Jim Romanski. Lorsque ce dernier arrive au point d'impact, il note que, dans sa chute, la chose a brisé plusieurs arbres et creusé un sillon dans la terre meuble. La chose en question est un curieux objet en forme de cloche qui fait 3 à 4 mètres de diamètre pour autant de haut. Il est en partie enfoncé dans la terre. Il semble fait d'un métal doré et sur un renflement situé à sa base, Romanski observe des symboles qui lui rappellent des hiéroglyphes ou des caractères d'un alphabet asiatique. Le témoin remarque une déchirure dans le métal de l'objet. Il note aussi qu'une légère vapeur inodore enveloppe le site. Lorsqu'il ressort d'entre les arbres, les policiers lui intiment l'ordre de s'éloigner. Non loin de là, un automobiliste voit 4 hommes vêtus de combinaisons blanches, comme des combinaisons d'astronautes, dira-t-il plus tard, entrer dans le bois, avec une boîte posée sur une civière. Avant de connaître le dénouement de cet épisode, un homme en complet cravate s'approche et lui ordonne de foutre le camp, à défaut de quoi il sera arrêté et sa voiture saisie. Dans les heures qui suivent, l'affaire de Kecksburg prend des allures de secret d'État. Alors que des journalistes venus des 4 coins de la Pennsylvanie tentent d'en apprendre davantage sur la nature de l'objet, des militaires débarquent en ville. Un contingent de soldats du 662e régiment, une unité de l'US Air Force, prend en main les opérations sur le terrain. Paradoxalement, à Greensburg, le bureau du marshal annonce dans un communiqué de presse officiel qu'il n'y a rien, qu'aucun objet, de quelque nature que ce soit, n'est tombé dans les bois de Kecksburg. Pourtant, sur le terrain, les choses s'activent. Des soldats maintiennent les curieux à distance. Il n'y a rien dans les bois, mais le public n'est pas autorisé à approcher de ce rien. En milieu de soirée, un camion-plateforme est amené sur place. Visiblement, les militaires sont très occupés à retirer ce rien de la forêt.
Vers 22h30, le véhicule repart pour Greensburg. En passant devant les curieux, tous peuvent apercevoir sur sa plateforme un objet de la taille d'une Volkswagen coccinelle, dira un témoin, recouvert d'une grande bâche. Puis, une nouvelle rumeur se répand à la vitesse grand V. Les autorités changent de version. Ce qui, en début de soirée, n'était rien, devient une météorite. C'est ce qui expliquerait la présence des militaires. Le lendemain, la presse locale et nationale titre qu'une météorite est apparemment tombée dans un boisé de Kecksburg. Les journaux précisent toutefois que les autorités n'ont rien trouvé sur les lieux. La messe est dite. À l'appui de l'hypothèse du bolide, plusieurs journaux publient la photographie d'un gamin du Michigan tenant 2 grosses pierres, des morceaux que la météorite aurait apparemment laissé tomber sur son passage. À Leeper, un policier du bureau du shérif, Lanny Tolley, raconte avoir aussi trouvé des débris de l'objet. Il exhibe une poignée de petits morceaux semblables à du papier d'aluminium, des débris plutôt inusités pour une météorite. Informés, les enquêteurs du projet Blue Book, la commission d'enquête de l'US Air Force sur les soucoupes volantes, écartent toutefois ces éléments, jugeant qu'ils n'ont rien à voir avec la météorite. Selon les enquêteurs, ces débris sont simplement des leurres radars balancés quelques jours plus tôt dans la région lors d'exercices militaires. Mais cette hypothèse de la météorite est loin de satisfaire tout le monde. À Kecksburg, ils sont nombreux à jurer avoir bel et bien vu un objet s'écraser dans la forêt. Mais si tel est le cas, où est-il passé? Au fil des ans, les langues se délient. Des témoins racontent avoir aperçu l'objet dans un hangar à la base de Ray Peterson à Dayton, dans l'Ohio, siège social aussi du projet Blue Book. À partir de là, on perd sa trace. Après l'effervescence du moment, l'incident de Kecksburg retombe dans l'oubli. En 1990, la populaire émission Unsolved Mysteries décide de consacrer un segment aux événements de Kecksburg. Si pour certains l'affaire ravive des souvenirs extraordinaires, elle ranime aussi la controverse. À Kecksburg, une partie de la population s'est rangée du côté de l'explication officielle. L'objet n'était qu'une météorite et aucun débris n'a jamais été retrouvé dans le boisé. Pour les gens vivant à proximité des lieux, cette publicité risque de transformer leur petit coin de quiétude en un autre Roswell. Ils redoutent de voir débarquer des hordes d'illuminés de la soucoupe volante en quête d'un orgasme cosmique. Des dizaines de personnes, domiciliées sur Meteor Road, nom redonné à la rue longeant le célèbre boisé, signent une pétition pour interdire le tournage de ce segment. Pour eux, toute cette histoire d'OVNI n'est qu'un canular monté sur le dos d'une vulgaire météorite. L'affaire prend de telles dimensions que l'équipe de production devra tourner ses reconstitutions dans une ville voisine, et non à Kecksburg. Tonight, on the season premiere of Unsolved Mysteries. 25 years ago, something odd fell from the sky and crashed in the remote woods near Kecksburg, Pennsylvania. The official Air Force report states that nothing was found, but eyewitnesses claim a strange cone-shaped object was secretly removed. Was it their imagination or a government cover-up? Watch closely. You may be able to help solve a mystery. La diffusion de l'émission Unsolved Mysteries suscite énormément d'intérêt. Les documentaires se multiplient et les témoins aussi. Si ces nouvelles informations n'ajoutent rien au récit déjà colligé, elles précisent les détails, tant sur l'objet que sur la présence militaire sur les lieux. Au début de 2002, John Podesta, l'ancien conseiller du président Bill Clinton, et Leslie Kean, une journaliste indépendante, portent l'affaire en justice au nom de la loi sur la liberté de l'information.
Ils espèrent forcer le gouvernement à publier ces documents sur cette affaire. En décembre 2005, une décision de justice est rendue et le porte-parole de la NASA annonce que le gouvernement a, en fait, récupéré à Kecksburg les restes d'un satellite russe, mais que tous les documents d'époque ont été égarés au début des années 1990. Une deuxième action en justice est en cours afin d'en savoir plus sur la disparition des documents. Aujourd'hui, l'affaire de Kecksburg demeure une énigme. Un objet s'est-il réellement écrasé dans les bois de cette petite communauté de la Pennsylvanie? Et si oui, de quoi s'agissait-il? Les restes d'un vaisseau spatial russe? Un artefact d'un projet top secret du gouvernement américain? Un véritable engin extraterrestre? Ou peut-être une simple météorite? Un objet certes extraterrestre, mais beaucoup moins exotique qu'une sonde issue d'une technologie d'outre-espace. Tant de mystères, mon cher Christian. Ah oui, je me suis fait plaisir. J'ai mis quasiment toute la musique du début d'Unsolved Mysteries. T'es gâté. Ah oui, je me suis gâté. J'aimais ça quand Robin Stack disait « Restez à l'écoute, peut-être serez-vous en mesure de résoudre un mystère. » Il y avait comme quelque chose dans cette musique-là, bon, pour la génération qui ont connu les Unsolved Mysteries, hein, c'était... l'émission avait débuté aux États-Unis en 1989, donc il y avait comme... ça a duré quand même une dizaine d'années, là, mais il y avait comme quelque chose là-dedans on restait scotché à notre téléviseur Unsolved Mysteries. Donc oui, effectivement, une histoire assez exceptionnelle. Et dans le cas présent, on n'a aucun doute que l'événement s'est produit. Hein? C'est comme dans beaucoup d'histoires, lorsque l'on parle d'écrasement d'OVNI, bon, on a des espèces de versions contradictoires et on en vient à douter même de la réalité de l'événement. Mais dans le cas de Kecksburg, et c'est pour ça qu'en début d'émission, je te disais cette histoire-là ressemblait un peu à l'affaire de Roswell, c'est que dans les deux cas, on n'a aucun doute que quelque chose s'est produit. Ce sont les versions officielles qui sont contradictoires et qui entretiennent un peu ce mystère. Hein. Dans le cas de Roswell, je rappelle aux gens, le Roswell, c'est peut-être la plus célèbre histoire d'OVNI. On raconte qu'en juillet 1947, un objet mystérieux se serait écrasé sur une ferme, sur un ranch en fait, dans la région de Roswell, au Nouveau-Mexique. Et cette histoire-là, au départ, l'armée avait dit que ce n'était finalement qu'un ballon-sonde tout à fait banal. L'histoire s'est gonflée avec les années, c'est devenu une soucoupe volante avec ses occupants. Et puis éventuellement, au début des années 90, en fait, en 1995, l'armée américaine avait publié un immense rapport en disant qu'après vérification et devant les demandes citoyennes, on s'était repenché sur l'affaire de Roswell. Et finalement, ce n'était pas un ballon-sonde, mais c'était quand même un ballon. Et ce ballon faisait partie d'un projet secret qu'on appelait à l'époque le projet Mogul. Et donc, on envoyait des ballons en haute atmosphère. Il faut se rappeler que c'était le début de la guerre froide. Et les Américains craignaient que les Russes développent une arme atomique, que les Soviétiques développent l'arme atomique. Et on croyait qu'en mettant en haute atmosphère des appareils acoustiques en particulier, on pourrait entendre littéralement une détonation atomique qui proviendrait de la Russie. Donc ce projet ultra top secret s'appelait Projet Mogul et l'un de ces ballons du projet Mogul se serait écrasé près de Roswell. C'est cet objet qui aurait alimenté toutes les rumeurs. Alors pourquoi ne pas le dire? Pourquoi cette controverse? Bien évidemment, tu comprends qu'au début de l'événement, lorsque les militaires ont récupéré l'objet, comme c'était souvent dans le cas des actions militaires, c'est souvent des actions qui sont très enclavées. C'est-à-dire que la base A fait des choses que la base B n'est pas au courant et la base C non plus. Et c'est exactement ce qui va se passer si on accepte cette version-là. C'est ce qui se serait passé dans l'affaire de Roswell. Les ballons Mogul étaient lancés d'une base qui était la base d'Alamogordo. Mais les militaires de la base de Roswell ignoraient l'existence du projet Mogul, ignoraient que leurs voisins d'Alamogordo procédaient au lancement de ces fameux ballons-là. Donc, lorsque les militaires de Roswell ont récupéré l'objet, il faut savoir aussi que dans le langage de l'époque, en 1947, le langage, quand on disait une soucoupe volante,
Aujourd'hui, on fait immédiatement l'association. Soucoupe volante égale engin extraterrestre. En 1947, dans l'imaginaire populaire, il n'y avait pas ce lien-là. On parlait de soucoupe volante, mais quand on demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez que sont les soucoupes volantes, les gens disaient des engins russes, des mystifications, des erreurs d'interprétation, à peu près toutes les hypothèses y passaient, mais 0% de la population associait ça à des engins extraterrestres. Ça ne faisait pas partie de la culture populaire, c'était autre chose. Donc, autrement dit, si je traduisais le mot soucoupe volante en langage de 1947, ça voulait dire quelque chose qui vole, puis on ne sait pas trop c'est quoi. C'est ça que ça voulait dire en 1947, soucoupe volante. Donc, quand les militaires de Roswell récupèrent l'objet, ils vont émettre un communiqué en disant « on a trouvé une soucoupe volante ». Mais il faut le remettre dans le contexte de l'époque. En 1947, soucoupe volante voulait dire « on a trouvé quelque chose qui vole, puis on ne sait pas c'est quoi ». Et tu comprends qu'en faisant la une des journaux avec ça, à Roswell, on présente les objets à la presse, on annonce ça à la presse locale. Tu comprends que leurs collègues d'Alamogordo, qui venaient de perdre l'un de leurs ballons Mogul, se sont dit « ouais, mais là, les gens de Roswell sont en train de révéler à la une des journaux l'un des projets les plus top secrets que l'on ait. » Donc, tu comprends, il y a eu une espèce d'imbroglio. Et on comprend que les militaires ont envoyé rapidement sur le terrain le général Ramey, qui était un haut dignitaire militaire et qui rapidement a étouffé l'affaire devant les médias en disant non, arrêtez de vous occuper de ça, passez, circulez, il n'y a rien à voir, ce n'était qu'un ballon météo. Parce qu'on voulait que l'histoire retombe rapidement dans l'oubli, parce que si les journalistes auraient posé trop de questions, toujours si on accepte cette version-là des militaires, évidemment, si les journalistes auraient été trop curieux, ils auraient pu mettre à jour l'histoire de ce fameux projet qui était ultra top secret, qui était le fameux projet Mogul. Mais il y a quelque chose qui m'embête. Un des premiers témoins dit avoir vu de l'écriture qui ressemblait à des hiéroglyphes. Souvent, les hiéroglyphes, les gens, ils mélangent ça avec de l'alphabet russe, là, de l'alphabet cyrillique. Là. Ouais, là, tu parles dans l'affaire de Kecksburg. Là, je suis en train de te parler de l'affaire de Roswell. Je te montre qu'il y a eu des versions variantes. On arrive dans l'affaire de Kecksburg. Puis tu as raison de le mentionner. Donc, on a ces témoins-là. Là, j'ai mentionné dans notre petite capsule un des témoins qui dit qu'il s'est approché, un pompier volontaire qui s'approche, Raminsky, qui dit, voilà, il y avait cet objet. Ça ressemblait à une espèce de cloche ou une espèce de gland de châtaignier avec un renflement tout le tour de l'objet. Il y avait là-dessus des marques qui rappelaient des hiéroglyphes ou des espèces d'écriture, des lettres d'un alphabet que je ne connaissais pas. Parce que souvent, ils mélangent ça avec l'écriture cyrillique, l'alphabet cyrillique. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison et tu vas voir que ça a son importance dans l'affaire de Kecksburg. Oh. Parce que dans l'affaire de Kecksburg, on a 3 hypothèses qui ont été proposées. Et je laisse aux gens le choix de déterminer celles qu'ils voudront. Là. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire. Je vais simplement t'exposer les hypothèses qui ont été proposées. Donc, y a-t-il un objet qui est tombé à Kecksburg en 1965? C'est difficile à dire. On le voit, on l'a vu dans la petite capsule. Pour les gens qui vivent dans c'est un sujet qui est très controversé et qui plus est, qui est controversé pour les gens qui vivent près du fameux boisé. Parce que ces gens-là veulent pas que leur endroit, un petit endroit de quiétude, devienne un nouveau Roswell avec un festival de la soucoupe volante, festival des petits bonhommes verts, puis des gens qui se mettent à vendre toutes sortes de babioles à propos des extraterrestres, puis qu'on aille dans le bois, etc. Donc, eux disent, la version officielle, au départ, c'est quelque chose, c'est une météorite. Et l'affaire de la météorite, Yannick, elle est tout à fait vraie. On ne peut pas la contester. Le 9 décembre 1965, il y a bel et bien une énorme météorite qui est entrée dans l'atmosphère au-dessus de l'Amérique du Nord. Elle a fait l'objet de très nombreux articles et un article très détaillé dans le bulletin de la Société royale d'astronomie du Canada. J'ai même la référence pour ceux qui voudraient le vérifier. C'était le volume 61, numéro 4, en 1967. Donc, c'était un article sur la grande boule de feu du 9 décembre 1965, de Fireball of December 9, 1965. Et non seulement cette entrée de météorite, elle est confirmée, mais elle a même été photographiée. Il y a 2 photographes qui étaient indépendants l'un de l'autre à 2 endroits différents dans le Michigan, qui, au moment où la boule de feu a traversé le ciel, ils avaient leur appareil photo avec eux et ils ont réussi à le prendre en photo. Et dans le fameux article que je te parle, publié par la Société royale d'astronomie du Canada, on voit les fameuses photographies qui ont été prises par ces photographes. Et c'est la première version à laquelle s'est accroché le projet Blue Book.
Il n'y a aucun doute, ça on ne peut pas le nier, là. Il y a une météorite, une immense météorite qui est entrée au-dessus de l'Amérique du Nord le 9 décembre 1965 en fin d'après-midi. L'hypothèse évidemment proposée, c'est que cette boule évidemment traverse le ciel. Les gens l'observent et c'est un classique. Là. Les gens ont l'impression que l'objet est tombé derrière le boisé, mais évidemment, l'objet suit la courbure de la Terre, puis il est peut-être tombé des milliers de kilomètres plus loin. Les gens l'ont vu disparaître derrière le boisé de Kecksburg. Ça ne veut pas dire qu'il est tombé dans le boisé de Kecksburg. Et c'est l'hypothèse que va développer le projet Blue Book en disant l'objet est tombé beaucoup plus loin. En fait, il n'est jamais tombé. Il s'est désagrégé dans l'atmosphère, mais comme il suivait la courbure de la Terre, les gens ont eu l'impression qu'il est tombé à un point X ou Y. Puis ça, c'est un classique. Hein, lorsqu'il y a des météorites ou des météores qui tombent, souvent les gens vont raconter « j'ai l'impression qu'il est tombé derrière l'école, j'ai l'impression qu'il est tombé dans le boisé, mais en réalité, il est tombé, il est peut-être jamais tombé au sol, il s'est peut-être désagrégé complètement dans l'atmosphère, ou s'il est tombé, il est tombé des milliers de kilomètres plus loin. » Donc, c'est un classique, ça, de ne pas être en mesure de cibler correctement l'endroit où tombe la météorite. C'est la version à laquelle va se raccrocher les autorités au départ. C'est la version également que va proposer le projet Blue Book. Et c'est également l'une des versions qui soulève énormément de controverses à Kecksburg, parce que les gens disent il n'y a jamais d'objet qui est tombé dans le bois, ce n'était qu'une météorite, donc circuler, ça ne vaut pas la peine, on ne fera pas de Kecksburg un nouveau site touristique pour les amateurs de secoupes volantes. Donc, l'idée de la météorite, elle est irréfutable. Il y a bel et bien une météorite qui est tombée, qui est passée dans le ciel de l'Amérique du Nord. Était-ce l'objet de Kecksburg? Ou est-ce que l'objet de Kecksburg, c'est autre chose? Alors là, c'est assez amusant parce qu'on a des versions qui sont assez contradictoires. L'une des versions contradictoires qui était avancée par la NASA et qui était reprise également par certains journalistes, c'est qu'on sait que le 9 décembre 1965, on a une sonde, et là tu vas voir, ta réflexion était tout à fait fondée, on a une sonde soviétique qui est rentrée dans l'atmosphère terrestre. En fait, le 23 novembre 1965, les Soviétiques ont lancé, depuis le centre de Baïkonour, ils ont lancé la sonde Cosmos 96. Cette sonde, elle faisait partie du programme Venera, qui était le programme d'exploration de la planète Vénus. Donc, c'était en fait la 3e mission qui devait mettre en orbite et même faire un atterrissage sur Vénus, qui était une des sondes Venera. Et il y a eu un dysfonctionnement de la sonde, et donc elle est lancée le 23 novembre 1965, mais elle n'a jamais quitté l'orbite terrestre. Elle s'est mise en orbite en attente de se lancer vers Vénus, puis finalement elle est rentrée sur Terre. Officiellement, et ça c'est intéressant, officiellement, il y a eu une réentrée à 3h15, donc le matin, là, à 3h15 du matin, le 9 décembre 1965. Selon les versions officielles, la sonde se serait désagrégée quelque part au-dessus du Canada. Mais ça fait un peu de la controverse. Est-ce que le 3h15, il est bien réel? Est-ce que la sonde... Parce que si elle est entrée, il y a eu une réentrée dans l'atmosphère à 3h15, tu comprends que c'était quand même pratiquement 13h, 14h avant l'événement de Kecksburg. Donc la sonde n'a pas pu rester dans le ciel comme ça en attente pendant 14 heures avant finalement de tomber au sol. Donc est-ce que l'heure, elle est précise? Est-ce qu'on parle bel et bien du même objet? C'est quand même la version de la NASA, la version la plus récente de la NASA, c'est que l'objet de Kecksburg aurait pu être un morceau du Cosmos 96. Or, les vaisseaux russes, les sondes Venera, qui servaient à envoyer ces sondes vers Vénus, elles avaient une forme qui ressemblait un peu à une cloche et il y avait à la base des espèces de tubulures et des réservoirs qui étaient entourés d'une ceinture métallique sur laquelle apparaissait le fameux CCCP en lettres cyrilliques qui étaient les lettres d'appellation de l'Union soviétique. Et il pouvait y avoir d'autres symboles cyrilliques. Donc imaginons que cet objet-là aurait pu tomber au sol. On peut comprendre que pour un observateur, à la fois la forme ressemble à cette espèce de cloche et avec son renflement, s'il y avait des symboles cyrilliques, les gens auraient pu imaginer une espèce d'alphabet étrange ou encore des hiéroglyphes. Le problème avec cette sonde, la fameuse Cosmos 96, comme explication à l'affaire de Kecksburg, c'est l'heure de la réentrée et évidemment la trajectoire qui ne semble pas correspondre à ce qui est observé à Kecksburg. La troisième hypothèse
disons terre-à-terre, sans faire appel à un engin extraterrestre. On a appris en 1991, c'est quand même assez récent, que dans les années 50 et 60, les Américains avaient développé un programme qui était assez particulier, qui s'appelait le Mark II. Et le projet Mark II consistait à placer au sommet d'une fusée Atlas, ce sont les mêmes fusées qu'on a utilisées là, dans les premiers lancements des capsules Mercury qui ont envoyé les premiers Américains dans l'espace au début des années 60. Donc, on utilisait des fusées Atlas, qui étaient des fusées qui étaient des missiles, en fait, intercontinentaux américains. Et au sommet de ces fusées, on plaçait une espèce de cône qu'on appelait qui a été fabriqué par la compagnie General Electric, une espèce de cône avec un renflement. Et dans ce cône, on pouvait placer une ogive nucléaire. Donc, on aurait fait des tests, et là, on est à la fin des années 50, début des années 60, exactement dans la période qui nous intéresse. Et donc, les Américains auraient mené plusieurs expériences avec l'envoi de ces fameux systèmes Mark II sur des fusées balistiques. Évidemment, la charge n'était pas active. On n'a jamais placé l'ogive nucléaire à l'intérieur du missile, mais on a fait des tests parce qu'éventuellement, c'est toujours cette idée de la guerre froide. Est-ce qu'on sera attaqué par les Soviétiques? Et là, bien sûr, on fait des lancements de fusées. Or, quand on regarde les photographies de ces fameux Mark II, ben, ça ressemble étrangement à l'objet de Kecksburg. Ça ressemble à une espèce de cône avec un renflement à la base et des inscriptions qui étaient, des codages qui étaient placés sur la base de l'objet. Est-ce que ce serait l'un de ces objets qui serait tombé dans le boisé de Kecksburg? Est-ce qu'au même moment où ça fait beaucoup de choses. Tu sais, on a une sonde soviétique qui rentre dans l'atmosphère terrestre. On a une météorite qui traverse le ciel. Est-ce qu'en même temps, les militaires auraient pu procéder à des essais de lancement de ces fameuses fusées Atlas avec leur cône au sommet, là, prêt à recevoir une ogive nucléaire, et qu'un des morceaux de ce lancement-là aurait tombé dans un boisé près de Kecksburg? Ça aussi, c'est une autre hypothèse qui a été évoquée, même si on n'en a pas de certitude et on n'a pas les registres militaires qui permettraient de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse du fameux missile. Et reste ensuite l'hypothèse de l'engin extraterrestre. Mais là, encore une fois, si on est en présence d'un engin extraterrestre, tu comprends qu'il n'y a pas grand-chose qui a filtré à ce sujet-là, si ce n'est une poignée de témoignages, et des témoignages qui sont excessivement contradictoires les uns par rapport aux autres. Et bien sûr, on n'a aucune preuve matérielle pour accréditer cette hypothèse-là. Donc, ce sont les différents aspects. C'est une chose que l'on sait au début des années 60, lorsque dans les témoignages de Kecksburg, on évoque un contingent militaire, il faut savoir qu'à l'époque, les Américains avaient développé un projet qui s'appelait le projet Moondust, de la poussière lunaire. Mais en fait, ce projet-là consistait à récupérer tout engin spatial qui aurait pu être d'origine russe. On sait que c'était cette guerre, il y avait une espèce de bras de fer entre les Américains et les Soviétiques pour la conquête de la Lune. On sait qu'il y avait des lancements assez fréquents, il y avait des essais qui étaient faits du côté des États-Unis, mais également des essais qui étaient faits du côté des Soviétiques. Et on espérait toujours que les Soviétiques, à un moment donné, parce que tous ces lancements-là n'étaient pas couronnés de succès. Certains de ces objets-là sont retombés au sol. Et les militaires avaient mis sur pied une espèce d'équipe, un groupe d'élite qu'on appelait le groupe Moondust, et dont le travail était justement de récupérer ces espèces de débris qui auraient pu provenir de sondes soviétiques. Quand les gens à Kecksburg parlent, ils disent, il y avait un contingent militaire qui est allé sur place. Est-ce que c'était réellement des militaires ou est-ce que c'était des gens est-ce qu'on a suspecté que l'objet tombé dans le boisé aurait pu être un débris soviétique, ce qui aurait justifié la présence sur place de représentants de ce petit groupe d'élite qui était le groupe Moondust? Est-ce que ce sont eux qui étaient les fameux hommes en cravate qui ont signifié aux témoins de ne pas s'approcher de l'objet tombé dans le boisé? Ça reste une histoire qui est encore entourée de mystères. Et toutes les hypothèses qui sont sur la table, bien sûr, doivent être évaluées les unes après les autres, puis essayer de décanter quelles sont les plus vraisemblables. Néanmoins, je dois quand même t'avouer que dans l'affaire de Kecksburg, c'est probablement l'une des histoires d'OVNI où j'ai entendu à la télé l'une des réflexions les plus stupides qui m'a été donnée d'entendre. Écoute, il y avait une émission, il y a quelques années, qui jouait, je crois que c'était à Canal D, qui s'appelait Chasseurs d'OVNI. Et là, on a un type, William Burns, qui était un peu le leader de cette émission-là, puis il faisait partie également de l'équipe de production. Et là, Burns arrive dans le boisé à Kecksburg, ils ont un volet sur Kecksburg. Ils arrivent à Kecksburg et là, Bill Burns se promène dans le bois. Et là, on voit un arbre puis une branche de brisée.
Et Bill Burns dit à l'écran, il dit « Ah, ben là, il y a une branche de brisée sur l'arbre. » Il dit « Rien ne prouve que ce n'est pas l'objet de Kicksburg qui a brisé cette branche-là. » Comme réflexion de stupidité, là, tu peux difficilement faire plus. Là. Tu peux dire non, c'est vrai. On peut pas dire que c'est pas l'objet de Kicksburg, comme on peut pas dire que c'est pas le Père Noël ou Darth Vader. Tu sais, c'est d'une stupidité là, mais déconcertant. Tu dis, c'est n'importe quoi à dire ça. Là. Mais bref, quand on va dans le boisé de Kicksburg, on n'a pas de trace. Hein. Si l'objet a frappé le sol, aurait fait un cratère ou aurait créé une espèce de sillon, comme les gens ont décrit à l'époque, il n'y a plus rien de ça qui n'existe aujourd'hui. Quand j'ai fait la série, dans une de mes séries qui s'intitule c'était Enquête sur les ovnis qui a été diffusée à Z-Télé. On est en 2003 ou 2004. Il y a un épisode qui est consacré à l'affaire de Kicksburg et qui avait été tourné, on avait été tourné sur place, mais les reconstitutions avaient été faites au Québec et on avait reconstruit l'objet de Kicksburg. Peut-être que les gens l'ont encore en mémoire. La scène d'entrée, on voit cet objet-là qui est posé au sol, puis des gens autour avec des lampes torches, puis il y a de la fumée qui sort de l'objet. Donc, on avait refait cette reconstitution. Mais quand on est allé sur place, on a tourné avec des gens de l'endroit, bien sûr. On est allé dans le fameux boisé. Et moi qui étais là, je peux te dire que les gens me disaient il était à peu près ici. Là. On me disait à peu près l'endroit où il devait être, mais il n'y avait rien qui distinguait cette partie-là du boisé qu'une autre partie. Là. J'ai pas vu de sillon creusé dans le sol, pas de fossé, pas de point d'impact, rien. Puis encore une fois, comme je l'ai mentionné dans la capsule, c'était le cas également pour Unsolved Mysteries. Les gens à Kicksburg sont très, très réticents par rapport à cette histoire-là parce que la population reste divisée. Pour beaucoup d'entre eux, oui, il y a peut-être un objet qui est tombé dans le boisé, c'était peut-être un engin russe, c'était peut-être une tête de missile, c'était peut-être un engin extraterrestre. Et puis, tu as une autre partie de la population qui dit qu'il n'y a jamais rien qui est tombé dans le boisé, c'était simplement une météorite. Donc, c'est un sujet qui reste très controversé. Écoute, il y a comme une genre de petite, un petit monument qui a été érigé en l'honneur de cet écrasement-là. Puis quand je regardais le monument, je me dis, coudonc, ils ont pris comme un emoji caca sur Facebook. C'est tellement laid. Oui, en fait, l'objet que tu vois, qui est à l'entrée du village de Kicksburg, qui n'est pas dans le boisé, hein, qui est à l'entrée du village de Kicksburg, c'est l'objet qui a été utilisé dans la série Unsolved Mysteries. Ah! Donc, après l'émission d'Unsolved Mysteries, il avait fait une espèce d'objet qui était un peu en plâtre et en latex. Là. Donc, cet objet-là, après le tournage de la série Unsolved Mysteries, après le segment d'Unsolved Mysteries, ils ont fait don de cet objet-là à la ville de Kicksburg. Et quand à la ville, entendons-nous, là, c'est un village, là, puis à l'entrée du village de Kicksburg, monté sur une espèce de plateforme, on peut voir cet objet-là qui rappelle l'histoire de Kicksburg. Il y a même un petit musée qui raconte l'histoire de cet événement-là quand on entre, les articles de journaux de l'époque, les témoignages, tout ça, des photographies qui avaient été prises, les policiers, tout ça, mais on voit jamais l'objet. Hein. On ne montre que finalement des images d'époque de 1965 qui évoquent l'affaire de Kicksburg. Donc c'est un petit musée, ben ça prend 5 minutes de faire le tour de ça, avec cet objet à l'extérieur qui, comme tu dis, ressemble un peu... Ils l'ont fait vite, hein? Ouais. On dirait un petit poupou. Mais ce sont les joies du cinéma. Hein. Je te dis, le nôtre, hein, notre objet de Kicksburg qu'on a fait pour l'émission de Enquête sur les ovnis, c'était que la moitié de l'objet. Tu comprends? Donc, c'était comme simplement une espèce de coquille qu'on avait fait, qui était fait en plâtre, avec du latex dessus, et on l'avait déposé sur le sol, ce qui donnait l'impression qu'il était enfoncé dans le sol, mais c'était en fait une espèce de coquille qu'on avait fait, puis en dessous de la coquille, on avait mis une machine à fumer, fait qu'on envoyait des petites bouffées de fumée comme ça, ce qui faisait que l'objet paraissait tout à fait entouré de fumée. C'était beau, hein? À l'écran, là, tu y croyais, mais bon, quand tu étais sur place, c'était vraiment autre chose. Un petit peu plus ordinaire. Mais tout ça pour te dire que l'histoire, c'est une bonne histoire d'OVNI. Hein? On comprend qu'elle a fasciné des gens parce que il n'y a pas d'explication définitive et les explications dites officielles sont elles-mêmes contradictoires. C'est-à-dire que Blue Book nous dit c'était une météorite, la NASA nous dit non, c'est un objet soviétique. Et puis là, tu as d'autres gens, des militaires qui disent non, c'était peut-être une tête de missile. Finalement, on ne sait pas trop ce que c'était. C'était peut-être rien du tout, mais néanmoins, c'est suffisant pour entretenir la controverse. Et ça fait quand même 55 ans qu'on parle de cet objet de Kicksburg. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif. Des chasseurs de fantômes bavardent avec Al Capone. Ce phénomène de voix électronique est le plus intéressant que j'ai entendu. Il avait une ligne directe avec le monde des esprits. Un objet volant terrifie des spectateurs. Est-ce que c'est une sorcière? Dites-le-moi, parce que je l'ignore. Un esprit frappeur tourmente un universitaire. Il y avait quelque chose dans l'appartement. Un cryptide ressemblant à un gorille est aperçu en Sibérie. Je crois qu'il s'agit de Bigfoot. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif, nous vous divertirons. Oui, effectivement. Sans plus. Oui, écoute, Yannick, juste pour dire, pendant la pause, je suis allé placer sur le site de Radio X-Files cette fameuse ogive là, dont je te parlais, le fameux General Electric Mark II, oui, dans lequel les militaires là, anticipaient pouvoir mettre une ogive nucléaire si besoin était d'une attaque avec la Russie. Là. Donc, je suis allé placer la photo de ça, donc les gens pourront voir à quoi ça ressemblait. Et avec la question, bien sûr, était-ce le fameux objet de Kecksburg? Cela dit, on vient d'entendre un peu l'intro de l'émission Paranormal sur le vif. Et là, tu me voles un peu le punch. Hein? C'est la version française de Paranormal Cut on Camera. Donc, comme je l'ai mentionné en début d'émission, c'est une série qui est diffusée depuis 2019. Et on voit donc toute une flopée de soi-disant experts du paranormal. Hein. Il y en a toujours à peu près les 5-6 mêmes experts qui interviennent et qui commentent. Hein. De la façon dont, si les gens ne connaissent pas cette émission-là, parce qu'on récupère des clips, des petits clips tournés à gauche et à droite. Certains ont connu un certain succès sur YouTube ou d'autres sites Internet. Donc, on récupère ça. Souvent, on a la personne qui a tourné les images, qui dit, bon, ben voilà, je m'appelle un tel, j'ai tourné ces images-là et on les voit. Et là, on a cette flopée d'experts qui interviennent et nous disent, bon, ben voilà, ces images-là, je pense que c'est probablement Bigfoot ou bon, ce phénomène des voix. Ils avaient une ligne directe avec l'au-delà. Tu l'as bien compris, l'idée ici de l'émission, c'est essentiellement de divertir les gens. Il faut savoir que derrière cette production, on retrouve les deux principaux auteurs et réalisateurs de cette émission-là, c'est Brian Cano et Mark Moran. L'un est le producteur, hein, c'est Brian Cano, c'est le producteur, Cano Production, et Mark Moran, c'est à la fois le réalisateur et également le scénariste. Ces deux personnes-là agissent. Ils sont au nombre des soi-disant paranormal experts qui interviennent durant l'émission, qui nous donnent leur opinion. Il faut savoir que tous les gens qu'on voit apparaître dans cette émission-là n'ont absolument aucune formation scientifique ou académique. Il n'y a pas de scientifique là. Ces gens-là, d'ailleurs, quand on parle de Brian Cano, c'est assez amusant parce que ce fameux Brian Cano, qui se présente comme un expert en paranormal, lors d'une entrevue sur un site de fans, si je peux dire, de l'émission, on lui a posé la question, quelle est votre formation? Puis il dit, j'ai un diplôme en astrologie et en parapsychologie. Et je me considère comme un parapsychologue. Donc, un diplôme en astrologie, ça n'en dit long. Et quant à l'idée du diplôme en parapsychologie, ça, c'est très, très variable parce que comme la parapsychologie n'est pas, même si le sujet est reconnu comme un sujet d'intérêt par l'Académie pour l'avancement des sciences aux États-Unis, le sujet lui-même demeure une pseudo-science. Donc, n'importe qui peut s'improviser parapsychologue. Donc, on a en fait les deux extrêmes. Tu as des gens qui se déclarent parapsychologues parce qu'ils ont lu 2 livres sur les phénomènes paranormaux, d'autres qui se sont joints à des espèces d'associations fantoches, là, tu sais, l'Académie pour les sciences nouvelles ou l'Académie de l'ésotérisme. Puis là, ils ont décroché un diplôme en parapsychologie, comme ici au Québec, par exemple, on a des associations sur les ovnis. Crois-le ou non, c'est tout à fait sérieux, qui te donnent un diplôme d'enquêteur sur les ovnis. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai aussi qu'en parapsychologie, il y a quand même des universités
On pense par exemple ici au Québec, hein, il y a de nombreuses années, au département des sciences religieuses de l'Université de Montréal, Louis Bélanger donnait un cours d'initiation à la parapsychologie. Mais tu sortais pas de l'université avec un diplôme en parapsychologie, là. Donc tu comprends, c'est très variable la façon dont on va se documenter ou quel va être notre cursus pour pouvoir obtenir ou en tout cas se réclamer parapsychologue. Mais dans le cas présent, notre bonhomme en question, là, Brian Cano, dit moi j'ai un diplôme en astrologie et en parapsychologie. Quant à Mark Moran, qui est à la fois le scénariste, qui intervient comme étant un expert du paranormal, mais qui est également le scénariste et le réalisateur de l'émission, lui, il n'a absolument aucune formation dans ce domaine-là. Tu as également compris que quand on dit expert en paranormal, comme le paranormal, c'est quelque chose qu'on connaît pas trop, on pourrait dire je suis un expert en monstre du Loch Ness ou expert en licorne. Ça signifie rien, ça. Expert en paranormal. Et ensuite de ça, il faut comprendre que l'objectif de l'émission, elle connaît énormément de succès. L'objectif de l'émission, c'est essentiellement de divertir. Il n'y a aucune volonté dans cette émission-là d'essayer de documenter, parce qu'on nous montre des séquences. Puis là, on nous dit, voilà, cette séquence-là a été tournée, puis on nous montre la séquence. Bon, bien sûr, les soi-disant experts peuvent parfois, je le dis bien, parce que dans les émissions que j'ai vues, le parfois et pas souvent, ils peuvent parfois dire il y a peut-être une explication naturelle, c'est peut-être un phénomène, je sais pas moi, une météorite, mais le mais arrive très rapidement et là, c'est le discours surnaturel. Hein. Mais ça va trop vite pour être une météorite, c'est trop extraordinaire, c'est trop ceci, c'est trop cela. Donc, tu vois qu'on favorise très, très, très rapidement les explications à caractère surnaturel. Dans certains cas, et je te dirais même dans la plupart des cas, on n'essaie même pas de trouver une explication. Et bien sûr, on ne donne jamais le contexte du tournage lui-même. Là, tu sais, on nous dit, Jean-Paul marchait dans le bois, puis là, on voit Jean-Paul qui dit, je marchais dans le bois, puis j'ai filmé ça, puis on nous montre l'image. Mais on ne sait pas vraiment quel est le contexte du tournage. Il n'y a pas une volonté d'essayer de retourner sur les lieux, essayer de documenter ça. Et pire, dans les émissions que j'ai vues, on a présenté des séquences pour lesquelles on a des explications et même dans certains cas des séquences qui ont été clairement qui ont été avouées comme étant truquées. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a je me rappelle par exemple dans une émission Paranormal sur le vif, on nous montre une séquence qui a été tournée en Angleterre où on voit une fenêtre s'ouvrir, puis on voit une espèce de tige d'acier qui sert à ouvrir la fenêtre, qui pousse la fenêtre. En fait, c'est comme une espèce de petit bras articulé. Et là, à un moment donné, on voit ce petit bras-là qui se décroche, en fait, de la fenêtre, se soulève et fait une espèce de mouvement, comme s'il était déplacé par une main invisible. Cette séquence-là, l'auteur de la séquence a avoué qu'il l'avait truqué. Puis il l'a truqué avec un fil. Là. C'est donc, il donne l'impression qu'il y a un fantôme qui gosse après la fenêtre, mais finalement, c'est un fil. Or, cette scène-là, elle est clairement avouée de l'auteur lui-même qui reconnaît qu'il a truqué la séquence. Mais dans l'émission Paranormal sur le vif, on nous présente, et ça quand même, ça date de quelques années. Là. Donc, les gens de Paranormal sur le vif ne peuvent pas prétendre que l'aveu de la fraude est arrivé après leur émission. C'est une fraude qui est reconnue quand même depuis plusieurs années. Et donc, on nous montre cette séquence-là. Et là, on nous dit, voilà, parce que l'émission, je le rappelle, elle a débuté, les premières diffusions remontent à 2019. La séquence dont je te parle, elle a été tournée, je pense, en 2015 ou 2016, et l'auteur a avoué que c'était une fraude. Donc, quand on nous présente cette séquence-là, en nous disant, voici une scène, est-ce qu'il y a un fantôme qui a ouvert la fenêtre, puis on nous montre la patente, mais écoute, cette scène-là, quand même, est quand même avouée depuis quelques années que c'est un trucage, là. Donc, c'est un peu litigieux, mais encore une fois, il faut se rappeler que l'idée de l'émission, c'est de se divertir. Donc, que les gens regardent cette émission-là en se disant « je vais passer un bon moment, on va me présenter des images », qui vont me divertir, ça va. Mais il faut surtout pas s'arrêter à ces images-là dans une conversation et s'y référer comme étant la réalité ou la preuve d'un phénomène paranormal. Là, on est vraiment à des lieux de ce qu'est la réalité. Ça revient un peu à ce qu'on avait déjà jasé, toi et moi. Peut-être que juste une petite affiche avant ce style d'émission-là qui mentionne que c'est uniquement pour le divertissement, ce serait intéressant. En fait, il faut savoir, Yannick, qu'il y a toutes sortes de techniques là-dedans. D'abord, on capitalise sur l'ignorance des gens. Hein, parce que, moi, je veux dire, je regarde ces émissions-là, puis j'avais déjà présenté ça dans une conférence. Hein. À un moment donné, moi, je m'en vais dans le bois. Je te raconte cette anecdote-là, puis tu vas comprendre où je vais en venir. Je m'en vais dans le bois. J'étais en Colombie-Britannique et on tournait la série Dossier Mystère à Canal D. Et pendant une semaine, on est parti dans le bois. On se trouve pour les
les gens qui connaissent cette région-là, là, on est dans un endroit qui s'appelle Terrace. On est presque à la frontière de l'Alaska. Et du Yukon, pardon. Presque à la frontière du Yukon. Et là, donc, on est dans ce coin-là et on part à la chasse au Bigfoot. Et puis, à un moment donné, je suis dans la forêt. On a une espèce de petit campement, là. Je t'entends un bruit d'animal que j'avais jamais entendu. C'était vraiment étrange. Hein? Et là, si j'avais été dans une émission américaine, là, ça aurait été le moment où j'aurais regardé la caméra et j'aurais dit « It could be Bigfoot ». Tu comprends? Parce que, écoute, ça « It could be Bigfoot » dans le bois de même la nuit, t'entends cette patente-là. Moi, j'avais jamais entendu ce bruit-là. Mais un des guides qui était avec nous, il entend le bruit, puis il me dit « Ça, là, c'est un renard qui fait ça. » J'aurais jamais imaginé ça. C'est une espèce de cri modulé. Je te le dis, j'avais jamais rien entendu de semblable. Et il me dit, ça, c'est un renard qui fait ça. Et effectivement, en fouillant dans des vidéos, j'ai trouvé des renards qui émettaient ce bruit-là. Puis c'est vraiment très surprenant. Donc, tu vois, c'est l'ignorance. Or, on te fait entendre des... les gens se préoccupent pas de ça. Les gens, les producteurs, les scénaristes de cette émission-là, mais ils s'en foutent complètement. Ils vont te montrer quelque chose, même si c'est un bruit d'un renard dans le milieu du bois, ils vont dire c'est peut-être Bigfoot. Ils savent très bien que parmi les auditeurs, les téléspectateurs, il y en a peut-être 5, 10, 20% parmi eux qui vont se dire ben non, c'est un bruit d'un coyote, c'est le bruit d'un renard, mais c'est pas grave, il y en a 70, 80% qui le savent pas, puis eux autres, ils vont dire it could be Bigfoot. Tu comprends? Donc, on joue sur cette ignorance-là. Et il faut le savoir, le seuil des crédulités, on en a souvent parlé ensemble, Yannick, en Amérique du Nord, dans les grands pays industrialisés, là, parce que ce seuil-là, il varie en fonction de l'éducation générale des pays, mais dans des pays qui ont un niveau d'éducation assez semblable, donc le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la France, où on a un bon niveau d'éducation, le seuil de crédulité est à peu près de 5%. Et 5%, ça veut dire que 5% des gens croient n'importe quoi. Hein, on se retrouve au dépanneur, on voit un journal, puis sur le journal, c'est écrit « J'ai été enlevé par des extraterrestres et une dame a été enlevée par des extraterrestres et accouche d'un bébé avec une tête de chat. » Ben, crois-le ou non, 5% des gens vont croire à ça. Sans se poser de questions, parce que c'est sur le journal, on y croit. Hein? Paul McCartney est mort en 1966, il a été remplacé par un sosie. On s'entend que le sosie avait beaucoup de talent, mais quand même, ça doit être vrai, c'est marqué dans le journal. 5% des gens, des populations dans les grands pays industrialisés croient n'importe quoi de cette manière-là. Il suffit que ce soit publié, et là, on en a déjà parlé ensemble. Si tu ajoutes, par exemple, quelqu'un qui essaie de te vendre un produit miracle, tu y mets une blouse blanche puis un stéthoscope autour du cou, ben, tu viens de passer de 5 à 10, voire même à 15% de la population qui vont adhérer à ces fadaises-là. Et ces gens-là, dans des émissions comme celle-là, utilisent exactement ça. Donc, ils savent très bien que ce qu'ils te montrent, même si c'est un phénomène naturel, un phénomène, par exemple, qui se passe dans le ciel, ils savent très bien qu'il y en a 10, 15, 20%, 30% qui vont dire « Non, ça c'est une météorite, c'est une lanterne chinoise, c'est une aurore boréale », mais on s'en fout. Il y a 70% des gens qui ne le savent pas, puis eux vont regarder ça, ils vont saliver en regardant ça, en disant « Wow, c'est merveilleux! » Et on sait très bien que peu importe ce qu'on va présenter, il y aura toujours minimalement 5% des gens qui vont regarder ça et qui vont y croire. Et 5% dans une population, on prend par exemple les États-Unis, tu as une population de 300 millions de personnes. Si tu dis le 5% de ça, c'est quand même 15 millions d'Américains qui vont regarder ça, les bras croisants, se disent « Ah, c'est vrai, ils me l'ont montré à la TV. » Et c'est exactement cette carte-là qu'on joue. Donc, l'ignorance des gens, le seuil de crédulité, les je m'en foutisme de ce qui est la réalité ou la vérité. La vérité, c'est pas ça qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est le divertissement. Donc, on te le montre, puis si tu regardes ça, puis t'es diverti, c'est parfait, ils ont atteint leur objectif. Quelque part derrière la caméra, qu'on ait un peu travesti la vérité, que l'on sache quelle est la véritable nature du phénomène que l'on voit sur ces images-là, on n'en a rien à cirer. L'idée, c'est on veut te divertir. Puis c'est ça, je trouve ça très malheureux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Les médias, c'est ça, c'est les médias. 19h48 après la pause, ce n'est que nos revoirs, Christian. C'est bon. Regarde ta petite chanson. OK. X-Files avec Christian Page et Marceau, Radio X.
19h52 la semaine dernière, Christian Page vous a fait sa suggestion de livre pour le temps des fêtes. Vous aurez certainement du temps pour lire. Eh bien, OVNI au Québec, oui, c'est le sien. C'est un des meilleurs livres qui soit, semblerait. Hantises et apparitions de Mallory Clément, qui est une collaboratrice de l'émission. D'ailleurs, si tu me permets, justement, quand on parlait tantôt juste de parapsychologie et comment certains ont des diplômes, pour utiliser une expression bien connue au Québec, là, qui semble sortir d'une boîte de Cracker Jack, et d'autres qui sont pas des diplômes, mais des certificats ou des reconnaissances d'avoir suivi un cours en parapsychologie, mais dans des universités, comme ça a été le cas à l'Université de Montréal autrefois, comme c'est toujours le cas à l'Université de Freiburg. Mallory Clément fait une très, très belle distinction, justement, là-dessus, de cette façon dont on galvaude ces titres de parapsychologue. Donc, Hantises et apparitions de Mallory Clément, La franc-maçonnerie en 25 questions d'Hervé Gagnon, Poltergeist de John Fraser et The Ghost Studies de Brendan Masolo. Ouais, c'est ça, c'est moi qui l'ai mis. J'ai mis les suggestions de Christian sur la page Facebook de Radio X-Files. Christian, je veux te remercier personnellement de m'avoir fait passer une super de belle année 2020 où tu nous as divertis et éduqués avec tes milliers d'histoires que tu aimes tant nous raconter. Les auditeurs ont grandement apprécié. T'es une machine de guerre au niveau du paranormal. C'est hallucinant. Et à chaque soir, je reçois des commentaires en disant « Est-ce qu'il connaît toutes ces histoires-là par cœur? » Puis moi, je dis non, il est en train de lire un texte. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'un gros merci pour l'année 2020, mon ami. Ben écoute, ça me fait plaisir et je sais que je me répète moi aussi, mais un grand merci à toi, Yannick, d'avoir en fait insisté pour que cette émission-là soit éventuellement mise en onde à Radio X. On est là maintenant, ça va faire bientôt 3 ans, là, un peu plus de 2 ans, même 2 ans et demi, quelque chose comme ça qu'on est là. Puis je pense que c'est un plaisir que les gens nous ont tous les vendredis soirs de nous retrouver. Et je ne le dirai jamais suffisamment. C'est ton insistance auprès de la direction qui finalement on dit OK, on va l'essayer parce que on le sait, les émissions sur le paranormal au Québec, que ce soit à la télévision ou à la radio, ça n'a pas connu beaucoup de succès parce que bon, il y avait beaucoup de fraude là-dedans, du n'importe quoi. Ouais. Et on s'était donné pour mandat d'essayer de présenter ces sujets-là en essayant de leur donner un maximum de sérieux, de crédibilité. Puis je pense qu'on réussit assez bien à le faire. On peut pas. Chaque semaine, je reçois des commentaires qui sont négatifs, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, je le comprends. Il y a des gens qui nous trouvent trop critiques, pas assez dans le pour le paranormal, ou d'autres pas assez sceptiques, mais bon, on essaie de faire du mieux que l'on peut, et j'essaie de ne pas imposer aux gens mes propres visions. Je lui dis, ne croyez pas forcément tout ce que je vous dis. Si je peux simplement vous inciter à consulter davantage de sources pour que vous puissiez faire vos propres recherches, j'aurai réussi mon mandat. Et encore une fois, merci Yannick d'avoir su insister pour que cette émission-là puisse être diffusée sur les ondes de radio. Il y a un vieux routier de la radio, un tannant, un gars qui m'a donné le goût de faire de la radio, qui disait dans le temps, il s'appelait André Arthur, il disait « Si tu fais de la radio puis tu déranges personne, c'est que tu fais pas ta job. » Ah, exactement. Écoute, je te dirais que moi, mon mentor, tout ce que je sais des médias parlés, parce que mon travail comme journaliste, c'était au départ l'écriture, et quand je suis allé dans les médias parlés radio, je pense que tout le monde le sait, mon mentor a été Benoît Dutrisac. Et les premières fois où j'ai fait des trucs avec Benoît Dutrisac, où je recevais des fois des fleurs, mais parfois le pot arrivait, puis le pot arrivait vite, ça me troublait. J'aurais tellement voulu être aimé par tout le monde. Et combien de fois Benoît Dutrisac me dit « Écoute, la journée où tu seras aimé par tout le monde, change de job. » Exact. Donc, et ça rejoignait justement ce qu'André Arthur te disait. On ne peut pas plaire à tout le monde, on doit l'accepter. Joyeux temps des fêtes, une belle année 2021, puis on se rejase tantôt. Oui, parfait. Ciao mon ami, bye-bye. De même qu'aux auditeurs. Radio X Files. Radio X.